Donc voilà, donc nous allons démarrer notre table ronde. Donc je vais commencer je vais vous présenter donc nos invités et je vais commencer par la personne qui n'est pas encore là, Monsieur Éric Vincent, donc direction des énergies renouvelables GDF Suez, parce qu'il est en train de se garer. Quand il rentrera dans l'amphi, j'aurai pas le temps de le présenter. Donc vous le reconnaîtrez de toute façon, il viendra se joindre à vous. Et donc je vous présente M. Daniel Clément, donc il est la direction scientifique de l'ADEME. M. Didier Zone, qui est directeur du Centre national d'expertise du réseau de RTE. Et Pascal Rioual, qui est directeur adjoint du pôle de compétitivité Cap Énergie, et je dirais pas mal en charge de tout ce qui trempe autour des smart grids. Et je vous présente aussi mon ami Philippe Rocher du cabinet Métrol, qui va animer cette session, comme il animera celle de demain. Donc maintenant, je te passe la parole. Et donc, tu n'as pas de contrainte de temps particulière. On s'arrête à 6h, 6h15. Voilà. Philippe. Bonjour à tous. Alors, asseyez-vous, il n'y a pas de plan de table, vous vous mettez par affinité. Voyons voir les affinités. J'avais posé les noms là sur la table. Là, du coup, les caméras vont plus du tout s'y retrouver, c'est fichu. Donc, Pascal Rioual, ici à gauche, dans cet ordre-là, voilà. Et bon, il va se mettre là-bas, tiens, plutôt. Voilà. J'ai mis... Il faut que je vous explique quand même. Pascal Rioual est de EDF SEI, Système électrique insulaire. Donc j'ai mis EDF et GDF Suez côte à côte. Voilà. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses aujourd'hui et notamment j'ai noté quelques phrases clés. Certains des intervenants, s'ils sont encore dans la salle, se reconnaîtront. Le thème de la table ronde que Didier Mayer nous a fixé est ultra court. Je pense que j'ai jamais eu un thème aussi court pour une table ronde. La flexibilité, à quel prix? Et puis après ça, il a jugé utile de rajouter, mais pas sur tous les programmes. Je ne sais pas si celui qui vous a été distribué a été corrigé. La flexibilité énergétique, à quel prix? J'ai noté que tu avais rajouté énergétique. Vous savez tous que quand on parle énergie en France, que ce soit dans une instance scientifique comme aujourd'hui ici, ou que ce soit dans un repas de famille, au bout de 10 minutes, on parle électricité. Et généralement, au bout de 12 minutes, on parle nucléaire. Donc, il va falloir qu'on fasse très attention au cours de cette table ronde à ce que ça ne devienne pas la flexibilité électrique. Je pense que c'est difficile. C'est très difficile. Mais bon, entre la table ronde d'aujourd'hui et celle de demain, on va sans doute arriver à un bon équilibre entre la partie électrique et la partie chaleur du diagramme qui nous a été présenté aujourd'hui de notre bilan national de consommation d'énergie. J'ai entendu aujourd'hui évolution du réseau existant, fonctionnement en bidirectionnel, gestion des big data, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'opérateurs télécoms qui étaient là, qui écoutaient très attentivement tout ce qu'on racontait sur les sujets énergie. Et puis arrivé, alors c'est moi qui les ai appelés comme ça, et avec de gros guillemets, des cloud operators. Dans certaines tables rondes que j'anime ou dans certains colloques sur les smart grids, donc dédiés totalement au smart grid, on a coutume de dire, est-ce que Google est dans la salle? Est-ce qu'un représentant de Google est dans la salle? Est-ce qu'un nouvel acteur de toute cette chaîne des smart grids arrive? Qu'est-ce qu'il va faire? Avec toutes ces box qu'il y a dans les maisons, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, alors voilà quelques thèmes que l'on va pouvoir évoquer. Ah, Éric Vincent nous a rejoint. Voilà. On t'a attribué une place d'autorité juste à côté de ton ami d'EDF. Voilà. Je vous propose justement qu'on démarre par la partie réseau des choses. Donc, on fait attention à ne pas parler qu'électricité, on parle flexibilité au sens large. On a Didier Zone qui est là avec nous, donc il est directeur du Centre national d'expertise du réseau, comme le disait Didier Mayer à l'instant. Il représente donc à cette table ronde notre gestionnaire du réseau de transport, tout ce qui est du 400 000 volts au 63 000 volts. Il gère grosso modo, c'est un petit peu moins, mais c'est pas grave, 100 000 km de ligne. Déjà, première question, le CNER. Que fait le CNER? À quoi ça sert un CNER dans une grande maison comme RTE?
1, 2, 1, 2, 3. Parfait, merci. Bonjour à tous. Donc, merci de m'accueillir ici. Oui, le CNER, c'est quoi? D'abord, le réseau de transport d'électricité, vous l'avez bien présenté. Donc, les grandes lignes électriques, les autoroutes, les nationales de l'électricité de 400 000 volts à 63 000 volts. Et le CNER, c'est quoi dedans, dans cette grande entreprise? C'est le Centre national d'expertise des réseaux. Donc, on est chargé de la conception, du développement, de l'ingénierie nationale, des composants de réseau, donc tout ce qui est nouvelles technologies de transport, des lignes aériennes, des pylônes, des câbles souterrains, sous-marins, du raccordement offshore, des transformateurs, des disjoncteurs, enfin tout ce qui ensuite va s'installer sur le réseau et qui aujourd'hui est fortement percuté, impacté par ce dont on va parler, c'est-à-dire la transition énergétique et l'évolution de ces systèmes électriques, puisque au CNER, justement, on travaille à la fois sur de la recherche et développement, donc des choses qui vont arriver dans 20, 30 ans, et on travaille aussi sur des choses qui sont en service depuis plus de 50 ou 60 ans. Donc on a tout le spectre, toute la durée de vie de ces composants de réseau. Alors, le réseau, il a été conçu, pensé pour fonctionner dans un sens. On l'a entendu aujourd'hui plusieurs fois. On lui demande maintenant de fonctionner en bidirectionnel. En clair, il n'a pas du tout été prévu pour ça. Donc vous le faites évoluer sans arrêt. Et notamment, on entend beaucoup parler de supergrid. On rentre directement, vu l'heure avancée, là, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On a beaucoup entendu parler du supergrid. Et il y a pratiquement un premier maillon de ce supergrid, là, avec la Transpyrénéenne, mais plein d'autres projets. Alors, quels sont tous ces projets-là? Donnez-nous quelques ordres de grandeur. Déjà, les liaisons, les situer géographiquement, et puis ensuite nous donner des ordres de grandeur, et surtout nous parler de ces fameux réseaux courant continu. Oui, tout à fait. Donc, un certain nombre de grands projets aujourd'hui, enfin, la transition énergétique et l'évolution des marchés de l'électricité amènent à transformer en permanence le réseau, à développer et à renforcer les infrastructures. Donc, pour ça, on s'aperçoit qu'il faut transporter des grandes puissance, des grandes quantités d'énergie sur de longues distances. Pour faire ça, eh bien, on utilise aujourd'hui des réseaux à courant continu, des liaisons à courant continu. Donc on a été l'un des premiers exploitants d'une liaison à courant continu entre la France et l'Angleterre qui s'appelle IFA 2000, qui a été mise en service dans les années 80-85. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus besoin de transporter ça dans des environnements qui sont contraints d'un point de vue environnemental, justement parce que les gens trouvent que ce n'est pas très beau, des lignes aériennes. On est peut-être les seuls à RTE à trouver ça beau. Donc on essaye de faire part de notre enthousiasme, mais ça a ses limites. Donc il faut parfois transporter cette électricité au travers des Pyrénées. Et c'est l'objet justement de cette liaison France-Espagne. À la suite d'une quinzaine, presque vingtaine d'années de concertation, on a évolué pour aller vers une liaison à courant continu en souterrain, donc traversant les Pyrénées au niveau du Perthus, qui est actuellement en construction. Le tunnel a été achevé, là. Enfin, les deux tunneliers se sont rejoints dernièrement. Et donc, on va mettre en service, on espère, d'ici 18 mois, cette liaison à courant continu de 2000 MW, qui fait environ 70 km, qui va relier Perpignan à Figueras. Et donc, il va permettre des échanges d'énergie en courant continu entre les deux pays, et donc supporter cette transition énergétique, parce que vous savez qu'en Espagne, il y a une dynamique de développement de l'éolien et du photovoltaïque qui est très importante. Donc cette part d'énergie renouvelable, elle va pouvoir être injectée dans le réseau français, et à l'inverse, quand il n'y aura pas ni de vent ni de soleil en Espagne, eh bien, l'énergie venant du nord de l'Europe pourra transiter au travers de cette liaison. Donc ça, c'est un des plus grands projets actuels, une liaison pour ceux qui connaissent la technologie, donc une liaison VSC, des câbles qui sont en cours de construction par les fournisseurs, 320 kV, plus ou moins 320 kV en courant continu, des câbles polyéthylène, donc 80 km. Avec une station de conversion côté Perpignan, une côté Figueras. Et comment vous faites? Parce que ça passe aussi en courant alternatif par Bilbao. Voilà, c'est une des problématiques qu'on a à gérer lorsqu'on insère des réseaux continus, enfin des liaisons en courant continu dans un réseau alternatif. C'est comment vont se répartir les énergies au travers de cette frontière. Donc il y a une étude un peu globale qui doit être faite pour optimiser l'utilisation des infrastructures et utiliser les potentialités qu'offrent ces outils d'injection et de soutirage de puissance réactive, d'ajustement de tension, et donc d'une bonne régulation des flux sur l'interconnexion. Donc ça, ce sont des études qui sont en cours entre nous et les constructeurs pour intégrer cette liaison à courant continu dans une interconnexion qui comprend plusieurs autres
liaison alternative? Alors, la flexibilité, là on est complètement dedans, puisqu'on voit bien qu'on vient rajouter une ligne courant continu pour, dans un sens, récupérer les productions énergie renouvelables d'Espagne, dans l'autre sens peut-être aussi alimenter cette gigantesque péninsule électrique qu'est la péninsule ibérique, peut-être aussi descendre un peu plus bas, hein, puisqu'il y a une liaison aussi au niveau de Gibraltar, hein, il y a un 2x700. Donc on est bien dans la flexibilité. On vient concevoir les premières briques de base, vous nous en citerez peut-être d'autres là dans d'autres liaisons, et tout de suite à quel prix? C'est la ligne la plus chère d'Europe, d'après ce que j'ai entendu. Au kilomètre, oui, ça va être à court terme la ligne la plus chère d'Europe. Hein. Donner quelques ordres de grandeur, une station de conversion, donc ce qu'on met de chaque côté de cette liaison, c'est 100 millions d'euros. L'ensemble de la liaison, environ 700 millions d'euros pour 70 km. Donc quand on fait un ratio au kilomètre, c'est vrai que ça coûte très cher. Mais je dirais que c'est un investissement nécessaire et même indispensable, et on a essayé de faire moins cher, et on n'a pas réussi depuis 20 ans. Donc bon, maintenant, il faut peut-être tourner la page de ces grands projets qui se sont heurtés aux oppositions environnementales, sur lesquelles je ne reviens pas, et qui nous amènent à construire des interconnexions assez coûteuses, effectivement. Alors, des lignes comme Perpignan-Figueras, il y en a d'autres en projet, en études, en construction? Oui, il y en a beaucoup. Il y en a une qui vient juste derrière, qui s'appelle Savoie-Piémont, donc qui est une ligne qui va interconnecter la région de Savoie, la région de Piémont, donc entre Chambéry et Turin. Une liaison qui va faire 1200 MW, 180 km, et qui va emprunter des infrastructures autoroutières et le tunnel de service du tunnel de Fréjus, qui est en cours de construction. Donc on a passé un contrat avec SFTRF, donc la société qui exploite et qui construit ce tunnel de service, un tunnel de sécurité, pour pouvoir installer à terme dans les infrastructures de génie civil nos câbles. Et donc on va installer de part et d'autre de ces câbles-là, donc en coopération étroite avec les Italiens de Terna, les stations de conversion, pour faire des échanges entre la France et l'Italie. Alors ce n'est pas tout à fait les mêmes marchés d'électricité, ce n'est pas tout à fait les mêmes puissances, ce n'est pas tout à fait les mêmes justifications, mais techniquement, ce sera à peu près le même matériel. Et alors nous, on a une grande péninsule électrique, c'est toute la région PACA, avec sa fameuse ligne Boutre-Carros. Comment fait-on? Votre voisin de droite est intéressé à la réponse. Comment fait-on, puisqu'on n'a pas pu la faire? C'est la question. Puisque cette ligne à 400 kV, effectivement, qui devait secourir la PACA Est, n'a pas pu être construite, pour des raisons d'opposition environnementale. Donc on a décidé de sécuriser l'alimentation de la région PACA par ce qu'on appelle un filet de sécurité. Alors c'est quoi un filet de sécurité? C'est un renforcement du réseau 400 existant sur lequel vient se rajouter un renforcement, cette fois en souterrain, du réseau 225 kV pour alimenter la côte et puis secourir le réseau 400 en cas de besoin. Alors ce n'est pas une solution techniquement qui est aussi performante que le maillage qu'on avait envisagé, mais qui permet de reculer assez tard les autres investissements nécessaires, et qui va nous amener aussi à une performance technique, puisqu'on va mettre en service, pareil d'ici 18 mois à 2 ans, la plus longue liaison de 125 kV en courant alternatif en câble souterrain, donc 70 km en câble souterrain en direct, en alternatif. Et alors, les Espagnols battent sans arrêt des records de pourcentage d'injection d'énergie renouvelable dans leur réseau. Fréquemment 50, 53, 55% d'électricité d'origine éolienne principalement, mais pas que. Il y a aussi de photovoltaïque et de la biomasse. Comment vous faites pour récupérer les surplus d'éoliens d'Espagne et les envoyer jusque dans cette péninsule électrique qu'est la région PACA? Comment on fait? Déjà, il faut bien prévoir les choses, bien connaître ce qui est installé et bien prévoir les choses et prévoir au niveau européen. Donc, j'ai fait le tour tout à l'heure des posters, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'études auxquelles on participe sur la prévisibilité de l'éolien et du photovoltaïque. La question qui se pose avec les gestionnaires de réseau, c'est comment appréhender ces grands équilibres et cette intermittence au niveau européen et travailler en commun avec les gestionnaires de réseau pour avoir ces informations. À quel moment cette production va être disponible, à quel endroit du réseau, et est-ce que les interconnexions vont permettre de supporter les échanges. Donc quand on voit l'importance de l'installation d'éolien ou de photovoltaïque dans des pays qui sont proches de chez nous, donc l'Espagne et l'Allemagne,
quand on voit les puissances qui sont injectées, on se rend compte qu'il faut prévoir tout ça, parce qu'autrement, on voit arriver des flux dans le réseau qui peuvent être assez dramatiques si on ne les a pas prévus. Et c'est des études qui avaient été faites, notamment sur l'injection ou la perte d'énergie éolienne dans le nord de l'Allemagne. Vous savez que les éoliennes, le vent dépasse un certain seuil, elles s'arrêtent. Et si jamais le vent dépasse un seuil important sur l'ensemble du parc éolien allemand, eh bien, subitement, l'ensemble des éoliennes s'arrêtent de produire. Et ces flux d'énergie en remplacement peuvent traverser des petits réseaux et aller jusqu'à l'écroulement des réseaux. Donc, cette coordination européenne est nécessaire. Elle existe aujourd'hui sous l'égide de la Commission européenne, mais surtout coordonnée par ENSOE, qui est l'association des gestionnaires de réseau, et qui nous amène à échanger énormément d'informations en prévisionnel et en temps réel pour bien appréhender l'injection de cette énergie intermittente dans les réseaux et regarder si on est en mesure, avec nos réseaux, de supporter ces échanges prévus. Alors effectivement, ça vous impose d'échanger en permanence avec tous ceux qui injectent dans ce réseau. Alors on va revenir vers vous tout à l'heure, mais on va tout de suite demander à Éric Vincent sa vision des choses, sa vision sur la flexibilité, puisque vous avez à cette table ronde le représentant de l'un des plus gros développeurs de projets éoliens en France. Combien de pourcents? 26% de part de marché, peu de choses près? Plutôt 15%. Plutôt 15%? Ah, parce que les autres ont beaucoup développé ces derniers temps alors? Non, mais c'est environ 1100 mégawatts sur un total d'environ 7000. Voilà, donc ça représente un bon 15%. Un bon 15%. Alors, vision d'un opérateur énergétique, quels sont les enjeux de cette flexibilité? Comment est-ce qu'on peut discuter avec les opérateurs de réseau? Comment est-ce que tout ça s'articule? Écoutez, je crois que d'abord j'interviens quelques jours après une intervention qui, je crois, a été assez suivie du président du groupe, M. Mestralet. Et donc je vais rester bien sûr très proche de la ligne qu'il défend dans cette interview que sans doute certains d'entre vous ont lue. Que se passe-t-il du point de vue d'un opérateur global énergétique comme GDF Suez? Je crois que nous assistons à une véritable révolution énergétique actuellement en Europe et que cette révolution est centrée beaucoup sur la question de flexibilité. Que se passe-t-il? On part d'une architecture de réseau qui est l'architecture traditionnelle qui existe dans tous les pays, à peu près dans tous les pays européens, qui est, il y a quelques années encore, une architecture centralisée dans laquelle les électrons donc, vont de haut en bas, du producteur vers le consommateur, dans laquelle le système doit assurer effectivement en permanence un équilibre offre-demande avec un gestionnaire unique, et dans lequel la méthode de gestion, c'est le pilotage de l'outil de production et donc un pilotage très faible, par contre, de la courbe de demande, sauf quelques cas particuliers comme les leviers tarifaires. Et du coup, c'est un marché que l'on caractérise en anglais par le terme « energy only », c'est-à-dire que c'est un marché dont l'efficience, c'est-à-dire l'efficience est obtenue par cette confrontation, cet équilibre instantané, et donc par l'acceptation par le système, je dirais la prise en compte des productions dont le coût marginal est le plus faible. Ça, c'est pour le marché de gros. Et puis pour le marché régulé, un système qui assure la couverture des investissements en assurant donc un niveau de marge qui est complètement régulé sous le contrôle donc du régulateur. Donc c'est dans ce contexte-là que se sont développés les différents systèmes électriques jusqu'à une date assez récente. Depuis une dizaine d'années, toute cette architecture a été ébranlée. Elle a été ébranlée par plusieurs facteurs, parce que dans ce domaine-là, il faut toujours être modeste et relativiser un peu les choses. Le premier facteur, bien évidemment, c'est l'arrivée d'une production massive d'énergie renouvelable intermittente sur les réseaux. Donc en France, on a aujourd'hui, chez le dernier bilan de RTE, environ 3% de la production qui est assurée par de l'énergie intermittente, l'énergie renouvelable couvrant également l'énergie hydraulique qui, elle, n'est pas intermittente, enfin qui n'a pas du tout les mêmes caractéristiques, mais 3% pour l'énergie intermittente. Mais en Allemagne, ça a beaucoup augmenté d'année en année. Aujourd'hui, on est à plus de 20% de production totale dans l'année qui émane de l'électricité éolienne ou solaire. En Espagne, c'est
19% en moyenne. Philippe Rocher citait à l'instant des taux instantanés qui sont évidemment très supérieurs. Et puis en Italie, on est à 6,5%, ça c'est le bilan 2012, etc. Alors le deuxième élément qui intervient là-dedans, c'est le développement, qui va d'ailleurs avec les énergies renouvelables, de la production décentralisée. Ça ne concerne pas que les énergies renouvelables, mais c'est le fait que le consommateur s'empare progressivement de la production. Il s'en empare encore de façon assez modeste, mais il a reçu des incitations à le faire. Et dans des pays comme l'Allemagne, c'est très significatif, puisque une très grande partie de la production électrique photovoltaïque, par exemple, est réalisée par un nombre très important de petits producteurs individuels. Et puis enfin, troisième élément qui accompagne ce phénomène, c'est le fait que les collectivités, ce n'est plus seulement une décision individuelle, c'est une décision plus collective, qui peut être d'ailleurs le fait de zones de développement, de zones artisanales, de zones économiques locales ou carrément de collectivités locales. C'est le développement donc de la recherche d'une certaine autonomie énergétique des territoires, les écoquartiers, etc. Toutes ces choses qui sont encouragées. Alors tout ceci, effectivement, provient d'une volonté politique, puisque ça a coûté, il a fallu subventionner ce développement qui n'était pas naturel. Si on n'avait rien fait, on serait resté dans l'architecture initiale. Mais on est maintenant arrivé à des niveaux qui sont extrêmement importants. Et que se passe-t-il sur le marché ? Ça a plusieurs conséquences. La première, je ne sais pas si Philippe, tu as regardé le slide, oui. La première, c'est que le mérite, ce qu'on appelle le merit order, ce qui fait qu'à tout moment, l'ajustement est fait en fonction du prix marginal le plus faible, c'est-à-dire qui couvre la demande, et on arrive à cette situation, c'est-à-dire que les centrales qui produisent avec un coût marginal supérieur à celui du photovoltaïque, de l'éolien, du charbon, sont évincées du système. La conséquence, eh bien, on la connaît, M. Mestralet l'a rappelé l'autre jour pendant son interview, c'est que vous avez actuellement une mise à l'arrêt partielle ou totale d'une grosse partie de la capacité des centrales à gaz en Europe. Et ces centrales à gaz, ça représente par exemple pour un producteur comme E.ON 11 000 MW, 11 000 MW avec un certain nombre de suppressions d'emplois à la clé. En France, en tout cas pour GDF Suez, pardon, pas en France puisqu'il n'y a pas que la France, pour GDF Suez, 8 000 MW de capacité, c'est tout à fait considérable. Ça représente 5 fois la centrale nucléaire de Fessenheim, par exemple, qui est aujourd'hui en arrêt ou en quasi-arrêt, en tout cas qui n'est plus rentabilisée du fait de l'évolution des prix. Deuxième élément, c'est que les interconnexions, même si, comme cela vient d'être souligné, elles sont encore en voie de développement et qu'elles ont des capacités qui sont bien sûr limitées. Les interconnexions, c'est une réalité. Et donc, lorsque les prix sont bas et qu'il y a un excès de production instantanée, par exemple en Allemagne, ou peut-être demain en Espagne, grâce à cette nouvelle ligne, eh bien, ça a un effet sur le marché de gros en France, et donc ça entraîne une baisse des prix supplémentaires sur le marché de gros. Donc c'est à la fois une tendance à court terme, qui est très volatile. Il se peut que le prix remonte beaucoup dans la journée si il n'y a plus de vent, si l'ensoleillement n'est pas là, ou si tout simplement la combinaison avec la demande fait que les prix arrivent à remonter. Mais de façon, je dirais, un petit peu tendancielle, les prix sont en baisse sur le marché de gros depuis environ 2 ans. Et il y a une corrélation entre la situation des prix en Allemagne et en France. Alors le paradoxe, c'est que ça ne se traduit pas par une baisse du prix de l'électricité, puisque effectivement, il faut rémunérer. Il y a un certain nombre de coûts en dehors du marché de gros. Il y a un certain nombre de coûts, et en particulier les coûts du renouvelable, pas seulement. Je ne voudrais pas parler contre le renouvelable, mais il y a un ensemble de coûts qu'il faut supporter, en particulier des coûts de réseau. Et tout ceci fait que ça ne se traduit pas pour le consommateur par un avantage particulier. Donc, on se trouve devant une situation où en plus les besoins de pointe dans le marché actuel ont tendance à augmenter beaucoup plus vite que la consommation elle-même, qui est plutôt en train de stagner. Donc on a un besoin de flexibilité qui est croissant. Donc en résumé, on est donc dans une situation aujourd'hui qui devient extrêmement tendue,
puisqu'on ne peut plus rémunérer donc, des capacités de pointe qui étaient là pour assurer la base et également la pointe, c'est-à-dire les centrales, notamment les centrales à gaz. Bon. En revanche, il y a un besoin accru de couvrir cette capacité de pointe. La conclusion, c'est donc qu'on peut se trouver dans des situations d'excès de production temporaire avec donc un risque là de saturation des réseaux. Donc il faut, d'un côté, il y a ce risque-là, et puis en même temps, de façon structurelle, on se trouve devant un risque d'insuffisance, par contre, de production, pour faire face à la pointe, et donc avec un risque à ce moment-là de blackout. Alors, risque de blackout, les centrales gaz, elles ne sont pas décommissionnées, elles sont mises en cocon. Et on pourrait refaire appel à elles. Elles sont mises en cocon, mais il faut comprendre que c'est une situation temporaire, le temps que les choses s'arrangent, bon, on peut bien sûr les laisser en l'état quelque temps. Il faut bien comprendre que le signal d'investissement n'est plus là. C'est-à-dire que des capacités nouvelles, évidemment, dans un contexte de marché pareil, ne peuvent plus être construites. Plus personne n'a d'intérêt à investir. Ce qui veut dire qu'au bout d'un certain temps, eh bien, ces centrales sont touchées par l'obsolescence, je veux dire simplement en termes de modèle économique, et donc le risque, c'est qu'on ne puisse plus mobiliser la capacité suffisante, d'autant plus que pendant ce temps-là, les besoins de pointe peuvent parfaitement se développer sans qu'on puisse... je pose le fait de poser la question. La réponse est complexe, mais je crois qu'il faut poser la question. On comprend que Gérard Mestral s'inquiète et puis qu'il soit obligé de fermer 8 gigas de centrales alors que ses copains d'E.ON en ferment 11, enfin, ou qu'en Allemagne, en tout cas, il y en a 11 de fermés. Pour autant, là, je regardais juste, il y a un petit, je ne sais pas s'il a été clairement évoqué et même montré aujourd'hui, il y a un petit utilitaire super sympa qui s'appelle Ecodomix. Hein, vous n'en avez même pas parlé, Ecodomix. Oui, j'étais en train de regarder aussi sur Ecodomix. Attends, alors commentaire de RTE là, sur Ecodomix. Pourquoi on a 43 gigas de nucléaire là, en utilisation, 131 mégas en gaz, ça c'est de la réserve tournante, 348 en fuel, c'est de la réserve tournante, et on a eu toute la journée pratiquement 2 gigas de charbon appelé. Pourquoi on appelle 2 gigas de charbon? Enfin, si j'ai la réponse un peu, oui, bien sûr, mais comment se fait-il que M. Gérard Mestralet n'arrive pas à convaincre nos dirigeants qu'au lieu de fermer 8 gigas de gaz, on les utilise? C'est quand même beaucoup plus, comment tu dis, copain avec le climat d'avoir du gaz que d'avoir du charbon. Non. Que la réponse est simple, c'est que c'est le prix qui justifie la priorité. On est bien d'accord que c'est le prix, c'est pas l'analyse économique globale du truc, c'est juste le prix instantané. C'est le prix, oui. C'est le mécanisme de marché. Il manque juste peut-être une petite taxe carbone, là. Hein, ça serait pas mal, ça. Aujourd'hui, il semblerait qu'elle n'existe pas, et ceux qui existent, ce sont des certificats dont la valeur, comme vous le savez, est proche de zéro, donc le problème est entier. Alors, juste un mot peut-être de l'opérateur énergétique sur le stockage. Vision de GDF Suez du stockage. Qu'est-ce qu'on imagine? GDF Suez qui est à la fois sur le thermique à flamme, qui est à la fois sur le nucléaire, qui est à la fois avec Compagnie nationale du Rhône sur l'hydraulique. Donc, vision du stockage. Est-ce qu'on peut aller beaucoup plus loin? Sur le stockage, c'est encore une fois un sujet un peu complexe. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des technologies qui sont existantes et il y a des technologies du futur qui sont extrêmement prometteuses. Pour ce qui est des technologies existantes, la principale d'entre elles, dès qu'on parle de volume significatif, ce sont ce qu'on appelle les stations de transfert d'énergie par pompage, les STEP. Aujourd'hui, nous en exploitons quelques-unes, en particulier en Belgique. Nous n'en exploitons pas en France. Il y a aujourd'hui, malheureusement, pas d'incitation. Il y a un projet en France important que tout le monde connaît. Il n'y a aujourd'hui pas de signal prix, d'incitation qui permettent de développer ces nouvelles capacités. Donc aujourd'hui, en tant qu'opérateur, nous pouvons simplement dire que nous sommes intéressés par des investissements supplémentaires dans le stockage pourvu que, évidemment, le risque soit rémunéré, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour le reste, le stockage, c'est aussi une réalité très, très, très multiple avec, par exemple, des possibilités de stocker de l'énergie sous diverses formes, sous la forme du froid, par exemple, pour gérer un certain nombre de situations. Donc ça, on peut le faire, mais ça reste très, très limité. Les technologies de petit stockage distribué
sont des choses que nous regardons, dans lesquelles nous avons des investissements de recherche également. Mais là encore, il faut arriver à une maturité commerciale de ces produits. Et aujourd'hui, force est de reconnaître que cette maturité n'est pas là. Donc, sur le stockage, voilà, on ne peut qu'avoir une veille active, encourager la recherche et le développement et encourager l'industrialisation des nouvelles technologies. Alors, recherche et développement, ça tombe bien. On a Pascal Rioual avec nous, Daniel Clément. On va commencer avec Cap Énergie. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était EDF, Système électrique insulaire, mais il est chez Cap Énergie en ce moment. Donc, 340 partenaires, je ne dis pas de bêtises. Peu de choses. Oui, on doit être à 570. Ah oui, d'accord. Bon, il faudrait que je mette mes chiffres à jour, là. Mais c'était sur le site internet, je crois. Alors, vision de Cap Énergie, travaux sur la flexibilité. Où en est-on ? Où en est-on ? Et ces projets dont on entend beaucoup parler, Premio notamment, je crois qu'il y a des représentants de Premio dans la salle, il me semble qu'il y a un poster. En quoi ça va nous permettre de gagner en flexibilité sans exploser en prix ? Alors, gagner en flexibilité, la fin de la phrase, je n'ai pas bien entendu. Sans exploser en prix. Oui. Non, je pense qu'en flexibilité, il faut avoir à l'esprit, la flexibilité, c'est l'équilibre production-consommation. Donc il y a la production. La flexibilité, on en fait depuis des siècles. Hein, c'est le principe du système électrique. En production, la production doit évoluer depuis des décennies par rapport aux variations de la consommation. Quand vous avez tout le monde qui s'arrête en PACA de regarder Plus belle la vie, eh ben, ça fait une chute de production. Ben, il faut adapter la production à ça. Et aujourd'hui, il y a des moyens de flexibilité de la production. C'est soit l'hydraulique, soit les groupes thermiques qu'on évoquait. Voilà, donc ça, depuis des décennies, il y a déjà de la flexibilité qui existe. Ce qui change dans la production, c'est l'arrivée massive d'énergie intermittente, où là, on a beaucoup plus de mal à prédire les variations par rapport à... Encore qu'avec les croisements sur des gros territoires, le problématique n'est pas la même, mais on voit bien que sur l'Allemagne, l'éolien est quand même beaucoup plus problématique. Et puis, sur l'Espagne, bon, ils ont beaucoup d'hydraulique. Voilà, donc il y a une demande de flexibilité qui augmente côté production. C'est ça la nouvelle entité, et on le voit bien dans les systèmes insulaires, où on arrive carrément à des dimensionnements. C'est-à-dire, autrefois, on avait ce qu'on appelle des réserves primaires, enfin de la production qui peut démarrer à tout moment ou s'arrêter, qui était d'une certaine proportion. Et en fait, on s'aperçoit que quand on augmente les énergies intermittentes, eh bien, à un moment, ça dépasse la proportion historique qu'on avait pour gérer la consommation, tout simplement. Et que donc, on est obligé de changer un petit peu le mix énergétique par rapport à ça. Ça, c'est côté production. Donc ça, je dirais Cap Énergie, on travaille beaucoup avec les PME, même si on a les grands groupes et sur les projets. Et donc, quelque part, sur la production, nous, on n'interagit pas tellement. C'est plutôt des grands groupes qui interviennent sur ces questions-là. Et je crois qu'on est beaucoup aussi sur des questions de ce que disait tout à l'heure François Lévesque. Hein. Les mécanismes de marché, il faut qu'ils évoluent. Ils étaient pensés à un certain moment. Et si on veut s'adapter à ces nouvelles règles, et donc c'est compliqué de faire évoluer Dans l'intervention de François, on voyait tout de suite la complexité de l'ensemble des mécanismes et des impacts que ça peut avoir. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus. Et après, ensuite, il y a sur la consommation. Sur la consommation, la flexibilité, elle existe aussi depuis des siècles, hein, depuis des décennies. Qu'est-ce qu'on avait ? On avait des EJP autrefois, qui étaient des contrats avec les industriels pour s'effacer au moment où il faisait très froid en France en hiver. Bon, et c'est des contrats qui existent aujourd'hui. Simplement, ce qu'on voit apparaître sur la consommation, et puis, si on va sur les territoires insulaires, une façon de faire de la flexibilité côté consommation, c'est ce qu'on appelle le délestage. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on n'arrive plus à équilibrer, je ne dis pas que c'est ce vers quoi on va, mais à un moment, ça peut arriver. Bien sûr, en France, ça n'arrive pas. Donc, aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que côté... on avait aussi ce qu'on appelait, pas de la domotique, mais enfin les GTB, GTC, qui étaient dans les secteurs tertiaires, industriels, qui permettaient de piloter un peu la demande, mais on ne les avait pas trop utilisés en fait, pour faire de l'effacement. Donc là, aujourd'hui, les technologies télécommunications, le coût des capteurs, les logiciels de pilotage de tout ça, permettent d'envisager ce qui, autrefois, rien que l'idée de l'installer, c'était vraiment de la recherche et développement, voire des démonstrateurs extrêmement coûteux qui seraient restés des démonstrateurs. On voit bien que l'évolution des télécommunications, qui est beaucoup plus rapide que le monde de l'énergie, permet d'accéder aujourd'hui à des capacités de calcul, à des capteurs autonomes qui sont pilotables, etc. Et donc à des coûts d'installation en fait, dans des bâtiments, voire demain chez le client résidentiel, d'outils qui permettraient en fait, de piloter un certain nombre de charges. Alors bien sûr, c'est plus complexe, mais
on voit toute une série de PME innovantes qui avancent dans ces domaines-là, des PME qui sont issues aussi bien des télécommunications que de l'énergie, et qui avancent vers des produits. Alors aujourd'hui, on n'en voit pas trop. Il y en a quelques-uns qui sont expérimentés et qui sont tout à fait intéressants. Mais on voit bien que dans les 5-10 ans, on va avoir comme ça des produits accessibles aux clients résidentiels. Il va falloir encore un peu travailler sur l'ergonomie, hein. Ça reste encore un peu compliqué, mais je veux dire, ça fait partie du travail. Et je crois que l'intervention de Laura Drata tout à l'heure, elle a été claire. Il y a bien sûr la télécommunication pour les smart grids, il y aura bien sûr l'énergie, et puis il y aura le côté comportemental, hein. C'est clair qu'il va falloir bien comprendre comment les gens vont être en capacité de contribuer à, entre guillemets, faire évoluer cette flexibilité. Donc voilà un petit peu. Donc Cap Énergie, nous, on est sur des projets smart grid. Alors bien sûr, on a sur notre territoire des beaux projets comme Nice Grid ou Grid for You, qui, eux, sont vraiment pilotage du réseau de distribution, parce qu'on a un représentant du RTE donc, qui gère la flexibilité au niveau européen et français. Et c'est vrai que sur certaines zones, comme la zone PACA, où on va avoir énormément d'insertion de photovoltaïque, il va y avoir des problématiques locales. Et Grid for You ou Nice Grid, qui est expérimenté dans la zone de Carros, va se poser cette question-là, comment un peu gérer cette concentration un petit peu plus importante qu'ailleurs d'énergie renouvelable sur des réseaux de distribution. Nice Grid, c'est de la micro-flexibilité. On en a vu une image, on a vu un synoptique du projet Nice Grid tout à l'heure. Vous équipez d'un Linky, d'un compteur dit intelligent, enfin communicant au moins pour commencer, chacune des maisons de prosumers, et vous regardez en temps réel ce que ça donne. Oui, on peut appeler ça de la micro-flexibilité. Moi, je pense que, dans mon esprit, c'est vraiment orienté pilotage de réseau, quoi. C'est regarder comment des insertions d'énergie renouvelable, comment on peut les piloter sur un certain nombre de clients résidentiels. Alors il y a aussi un peu de pilotage de charge, mais c'est vraiment sur le réseau comment tout ça peut se gérer. Mais je pense qu'il y a des acteurs des mines qui sauront en parler mieux que moi. Voilà, donc ça, moi je pense que là, ouais, Nice Grid, c'est vraiment un projet démonstrateur orienté distributeur et puis sur une zone. Et ensuite, vous avez toute une série de projets démonstrateurs. Premio est plutôt sur les usages. Comment on pilote les usages pour faire de l'effacement, pour faire du déplacement de charge. Et en fait, un des enseignements de Premio qui s'est clos en 2012, c'est qu'on est en capacité sur des pompes à chaleur, on est en capacité en utilisant d'ailleurs ce que vous disiez tout à l'heure sur... c'est pas seulement de l'électricité, c'est aussi utiliser la substitution sur le thermique, sur... le chauffage de l'eau, parce que voilà, quand on fait de la substitution, c'est de l'électricité en moins, ça permet de faire des effacements, etc. On s'aperçoit que ce qui a été fait dans Premio, ça marche, simplement c'est relativement onéreux. Alors c'était onéreux, c'était un projet de 2008 qui a été jusqu'à 2012, et aujourd'hui on voit qu'il faut aller vers des systèmes de pilotage moins coûteux, de façon à ce qu'à un moment, entre guillemets, l'énergie économisée où le service rendu par le déplacement de la puissance puisse être valorisé économiquement et puisse rentabiliser un investissement au niveau de l'installation. C'est un peu l'enjeu, je pense, des années à venir, c'est à quel moment on va croiser ça. C'est une question aussi importante que ceux qui se posent la question sur quand est-ce que là on va avoir la parité réseau ou la parité prix du consommateur avec le photovoltaïque et l'autoconsommation. On n'avait pas encore parlé de ça. On va en parler demain avec Total. Est-ce que vous avez l'impression que toutes les technologies sont déjà à disposition ? On a l'impression que sur tous les programmes de recherche que vous suivez, vous essayez de travailler pas mal sur les softwares, bien sûr, pas mal sur les modèles, mais que finalement, toutes les technos, capteurs, actionneurs, intelligence, on a vu tout à l'heure, par exemple, sur le véhicule électrique, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à inventer pour y arriver. C'est pas du tout mon avis. Je pense qu'on est dans... Il suffit de regarder le combat au niveau de la normalisation dans les télécoms et dans l'énergie lorsqu'on regarde un peu tous les standards qui sont en cours de travail sur les smart grids. Il y a des vrais enjeux de protocole, il y a des vrais enjeux de produits, d'innovation, etc. Et par exemple, on est en train de travailler en région PACA sur un futur projet. On n'a pas fixé les protocoles télécoms, etc. On attendra au moment où on va faire les choix techniques
d'avoir les technologies les plus avancées. Ça bouge relativement vite, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une idée forte de ce qui va se faire, mais ça bouge énormément. Et puis, on voit arriver des innovations, des capteurs. Il y a plein de gens qui travaillent sur la plus faible consommation des capteurs, etc. Vous avez des innovations tous les jours et vous avez des produits qui sortent qui vont aller vers une minimisation des coûts de tous ces produits-là. Et l'objet, à la rigueur, moi je ne rentrerai pas dans chacune des technologies, mais je dirais l'objet à la fin, c'est chez le client résidentiel, pour moins de 500 €, on lui met un package qui pratiquement lui garantit de gagner quelques 80 € par an sur une dizaine d'années. Et voilà, il a rentabilisé son investissement. C'est un peu ça, c'est le côté économique. On n'y est pas encore. Dans ce package, il y a le compteur intelligent ou il est mis à part? Dans le package, vous avez les équipements qui vont bien. Donc, suivant la casquette que je prends, si je prends ma casquette EDF, ça veut dire qu'il y a sûrement un compteur Linky et qu'il y a après les services derrière. Ça veut dire qu'il y a les capteurs dedans pour piloter un certain nombre d'usages, limiter le nombre d'usages pour ne pas avoir des coûts trop importants. Et puis surtout, il y a une ergonomie au niveau communication, que ce soit, je crois que l'exemple que vous avez pris, il est excellent. C'est vous sur votre smartphone, vous avez l'information sur le RTE. Je veux dire, demain, le client résidentiel, il sort de son bureau, il prend son smartphone, il appuie dessus, il peut piloter sa maison, mettre la bonne température. On est encore un peu loin. Il y en a qui existent. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis qu'on est un peu loin du produit grand public. Encore. On est loin du produit, mais je redis ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'oppose techniquement à ce que vous venez de dire soit réalisable? Beaucoup de matières grises à mettre ensemble, là, d'accord, mais vous voyez, les technos sont là. On a le smartphone, c'était ce qu'il nous fallait surtout. Oui, enfin, si vous avez avec votre smartphone, vous ne faites pas tout quand même. Voilà, on a besoin des télécoms, mais aujourd'hui, très simplement, si vous avez un équipement chez un client résidentiel, je prends le client résidentiel parce que c'est vraiment le cas le plus difficile. Après, si vous remontez au tertiaire ou à l'industrie, les enjeux financiers font que c'est autre chose, c'est plus simple à atteindre le bouclage économique. Le client résidentiel, si vous devez faire une intervention sur le tableau électrique, vous en avez immédiatement pour 500 € pratiquement. Et ça veut dire que si vous avez du matériel en plus, vous allez dépasser les 1 000 € par client résidentiel. Vous n'avez pratiquement aucune chance de gagner ça en économie au prix de l'électricité actuelle. Alors peut-être l'électricité va augmenter, mais j'imagine que c'est pas un signal à envoyer. On le sait maintenant, on nous l'a dit. Mais je veux dire, voilà, donc il faut des produits pratiquement qui soient peut-être il y a d'autres solutions, mais installables par le client. Il va chez Casto, il achète sa box, il se connecte sur Internet, et puis tout de suite, tout ça, ça marche. Et ensuite, il a les informations qui lui permettent d'avoir les bonnes pratiques pour économiser de l'énergie. Ça peut être aussi une offre de service beaucoup plus large. Je pense que les télécoms peuvent apporter beaucoup de choses dans les business models qui sont à développer. Tout ça, ça reste à construire. Tout à l'heure, Laura Drata, elle évoquait des entreprises de PACA qui sont WIT, qui sont Grid Pocket, qui travaillent à la fois sur une simplification des équipements et à la fois sur le comportement des usagers et les vrais messages à faire passer. Et il faut optimiser le coût de tout ça. Ça veut dire qu'il faut avoir une meilleure connaissance de l'appétence des usagers à ce type de relation à leur énergie, ce qu'on n'a pas aujourd'hui automatiquement. Et puis, il faut avoir une simplification des produits. Quels sont les produits essentiels qui font remonter la bonne information pour pouvoir accompagner le client vers des gestes qui lui feront économiser réellement de l'énergie. Voilà un petit peu. Ça paraît. Voilà, on va vraiment vers quelque chose d'épuré, alors qu'on a fait des démonstrateurs, et Premium en est un, où on a mis toute l'installation avec un tableau électrique sécurisé, avec tous les équipements, et on a démontré que ça marchait. Mais ça, économiquement, c'est pas viable. Il faut aller maintenant vers des systèmes. Et l'évolution de la technologie, télécommunications, la baisse des prix des capteurs et tout ça, permet d'aller vers ça. Simplement, il faut construire les services, et il faut montrer que ça marche sur des panels importants. Alors, travailler sur le comportemental, ça pourrait presque être un des rôles, une des missions de l'ADEME. On a Daniel Clément de la direction scientifique de l'ADEME avec nous. L'ADEME, c'est notre opérateur historique, c'est le bras armé du gouvernement, opérateur historique à la fois de la maîtrise de la demande et du développement des énergies renouvelables. Donc cette flexibilité, est-ce qu'elle est plutôt du côté de la demande, du comportemental, de ce qu'on vient d'évoquer, ou est-ce qu'elle est plutôt du côté des producteurs et des nouveaux producteurs qui arrivent tous sur le réseau? Bonsoir à tous. Je crois qu'une partie de la réponse a été donnée. La flexibilité, elle est bien sûr des deux côtés. Mais c'est vrai que la flexibilité, en fait,
je trouve que le mot n'est pas nouveau, mais l'introduire là, voilà, quand j'ai vu le titre de la conférence, ma première réaction était aussi un peu de dire dans quel prix, on n'est pas vraiment des économistes autour de la table. Et puis, tout compte fait, c'est une évolution sémantique que j'ai trouvé intéressante. Parce que je trouve que la flexibilité, quand même, porte des valeurs plutôt positives. C'est-à-dire c'est vraiment quelque chose assez volontariste. Plus je trouve quand même de parler d'intermittence, qui est quelque chose de un peu subi, qu'on essaye de gérer au mieux. Et puis pire, de parler d'aléas ou voilà, de fatalité. De fatalité presque, quand on parlait des énergies aléatoires, renouvelables, avec une arrivée aléatoire. Donc la flexibilité, effectivement, on l'a du côté de l'offre, on l'a dit, c'est quelque chose qui est réputé connu. En fait, la flexibilité, c'est l'approche systémique, c'est-à-dire c'est pouvoir utiliser le potentiel qu'on a côté demande pour utiliser au mieux une ressource disponible. Et ça se décline, on a eu quelques exemples, ça se décline à peu près dans tous les secteurs. On a parlé de mobilité, quand on parle de notre véhicule électrique, on voit bien que ça paraît presque être l'exemple le plus facile, paradoxalement, puisque la flexibilité dans la recharge, on a des larges plages de disponibilité dans le temps pour le faire. Dans le bâtiment, dans l'habitat, tout ce qui est usage électrique, là aussi, on peut sans doute découpler, y compris découpler du réseau, pas mal d'utilisation dès lors qu'on commence à avoir du photovoltaïque au niveau des lots. Travailler, on n'est peut-être pas obligé de repasser par du 220 volts systématiquement pour beaucoup d'équipements. On peut avoir des petits stockages qui permettent là aussi de régler un certain nombre de problèmes. Et puis dans l'industrie, il y a aussi, là où on imagine, je force le trait, je caricature, c'est mon rôle, mais il y a sans doute beaucoup de procédés qui pourraient fonctionner en batch, là où on a pris l'habitude de faire de la production continue, avec des fonctionnements en batch, sans forcément dégrader l'équilibre économique du dispositif, et donc plus au fil de l'eau, si on dit de l'eau énergétique. Donc ça, c'est une première, réponse sur cette flexibilité qui est effectivement une approche système et peut-être la capacité ou l'art de gérer la mutualisation. Alors, le rôle de l'ADEME dans tout ça, on a vu plusieurs fois au cours de la journée sur des transparents inscrit l'acronyme AMI. Attention, parce que de temps en temps, c'était autre chose. Oui, Advanced Metering Infrastructure. Là, l'ADEME a mis en place tout un dispositif. Donc, rôle de l'ADEME sur tout ça et part des travaux sur la flexibilité et sur le réseau. Peut-être là aussi, en guise d'introduction, l'ADEME sur quelque chose dont on parle beaucoup, le réseau électrique, je crois qu'il est important, et ça a été dit, que l'énergie, la flexibilité, elle n'est pas que sur l'électricité, et on le rappelle, il y a d'autres vecteurs qui rentrent dans cette gestion de système. On a évoqué le stockage aussi tout à l'heure, c'est pas que le stockage de l'électricité. Donc pourquoi l'ADEME ? L'ADEME déjà été, provoquée au premier ordre parce qu'elle était en situation de promouvoir les énergies renouvelables. Et puis en gros, on lui disait, les énergies renouvelables, vous êtes bien gentil, mais justement c'est aléatoire, donc sur les réseaux, ça ne va pas le faire. L'ADEME se préoccupe de la demande et donc là aussi de la satisfaction d'un certain nombre de besoins au meilleur coût énergétique, aux meilleures conditions environnementales. Et là aussi, donc, on était interpellés. Et puis, il y a tout cet aspect complexité qu'on voit poindre et ce besoin de traiter les problèmes non pas un par un, mais de façon globale. Et c'est vrai qu'à travers le smart grid, à travers les concepts également de ville durable, le développement durable de la ville, dont on ne parlera pas aujourd'hui, on voit des lieux où cette complexité doit être gérée et où on est sur de nouveaux espaces de travail et de nouvelles questions à la recherche aussi. Et les gens qui sont dans la salle sont les premiers à contribuer à chercher et à apporter des réponses. Alors, les AMI, ça a été... peut-être qu'il faut qu'on remonte un cran avant l'AMI, enfin les AMI en tout cas liés au programme d'investissement, des investissements d'avenir, mais en sortie de Grenelle avec ce premier outil qui nous a été proposé, qui était le fonds démonstrateur de recherche, qui a été, en fait, c'est dans ce cadre-là où les feuilles de route également, qui sont ces constructions de vision partagée, de vision prospective sur l'ensemble des champs, notamment énergétiques, parce que c'est là qu'on nous avait donné des moyens importants, ont permis de définir les contours justement d'un outil pour mobiliser les industriels au premier ordre, puisqu'il s'agissait là maintenant de déployer des solutions, donc d'impliquer les industriels
avec le monde de la recherche pour pouvoir expérimenter sur des grandeurs significatives qui permettaient de passer à des problématiques qui dépassaient celles du labo ou de la modélisation pour aller effectivement traiter les problèmes que seul un certain niveau de réalisation permettait de traiter. Et donc effectivement, ce premier AMI qui avait été lancé dans le cadre du Fonds démonstrateur de recherche et qui a subi là une modification de portage, puisque le fonds démonstrateur a été clos au moment où les investissements d'avenir, autre outil encore plus puissant, notamment au point de vue financier, a été mis en place. Je rappelle 400 millions sur les investissements, sur le fonds démonstrateur de recherche globalement, 2,8 milliards pour les programmes investissements d'avenir. Je parle des programmes pour lesquels l'ADEME était opérateur. Sur ces 2,8 milliards, effectivement, 250 millions fléchés sur le développement d'applications plutôt numériques. Et donc le travail qui a été fait sur le Smart Grid, en fait, est porté par un axe de recherche et de développement qui est, au départ, quand même plutôt sur l'économie numérique en fait, que sur l'énergie. Alors bien sûr, il y a eu le développement dans le cadre de l'énergie, de l'économie numérique, a été parfaitement assumé et voulu. Mais il y a déjà, à l'origine, ce rapprochement était bien identifié. Et après, les AMI, je veux dire, les gens qui sont ici ou dans la salle, je veux dire, pratiquement les connaissent mieux que moi, parce que moi, je les vois de façon très technocratique à travers des processus, des comitologies, ils les connaissent bien. On voit tous les logos ADEME sur les 75 posters. Donc, oui. à la limite, ils sont presque mieux placés que moi pour en parler. Encore une fois, on est plutôt une vision technocratique. Je souhaite que les choses se passent bien. Je subis, comme tout le monde, des délais qui sont liés à des outils un peu compliqués. On n'a pas encore la maîtrise de ces gros programmes. Donc, on a des marges de progrès, c'est formidable. Alors, une ou deux dernières questions avant de donner la parole à la salle. Vous ne nous avez pas parlé de IPES, intégration des productions éoliennes et solaires. Vous avez évoqué pas mal l'Espagne tout à l'heure. Je sais qu'il y a eu des rencontres, enfin je sais puisque j'ai eu l'occasion d'être présent, des rencontres entre RTE et son homologue espagnol REE, Red Eléctrica de España. IPES, ça marche bien, ça permet de mieux connaître les apports éoliens et solaires. Avec quelle précision ? Où est-ce qu'on en est ? Oui, IPES, ça marche bien. Ça nous permet, au niveau national, donc en France, de prévoir la production d'énergie éolienne aujourd'hui et photovoltaïque demain, avec une prévision, entre la prévision et la réalisation, il y a environ 5% d'écart au niveau national. Alors comment ça marche IPES ? Alors j'ai vu des posters qui sont assez précis sur ce sujet-là. En fait, c'est par une connexion avec Météo France, on récupère toutes les données prévisibles de vent et de main d'ensoleillement, et en croisant ça sur la carte et les installations de production et connaissant le productible de chacune de ces éoliennes en fonction du vent, on arrive à prévoir de façon assez précise, selon la précision de la météo, eh bien, l'injection qu'on aura d'énergie renouvelable dans le réseau. Donc ça marche bien, c'est exploité au niveau France, au niveau régional de RTE, et ça permet de voir tous les points d'injection d'énergie intermittente, donc d'énergie éolienne dans le réseau. Alors, des études en cours aujourd'hui, prévisibilité du solaire, et puis études aussi sur l'offshore, puisqu'on a des grands projets de développement et de raccordement d'éolien offshore pour lesquels il faut améliorer les modèles de prévision, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose de prévoir le vent sur terre et le vent en mer. Voilà, donc des programmes, et puis aussi essayer de bien prévoir ce qu'on appelle les événements un peu extrêmes, c'est-à-dire les montées de vent importantes qui peuvent perturber le productible de l'éolien. Et alors, vous nous étiez venu avec quelques diapositives. Je peux en profiter pour dire un mot, Philippe. Oui, bien sûr, vas-y. Quand même, j'ai balayé un peu vite là, sur les enseignements des AMI. Il y a un point important, et Bernard Bourges m'en voudrait si je ne l'évoquais pas, c'est que ça permet quand même de ramener aussi, de tester un certain nombre de choses au niveau territorial, donc de territorialiser l'approche réseau, d'impliquer des collectivités. C'est rare sur des programmes très techno comme ceux qu'on conduit, de voir des collectivités prendre part aux projets, et justement ces projets de localisation, de gestion
conjointes de l'offre et de la demande d'énergie sont en ça tout à fait importants et peut-être préfigurateurs d'un certain nombre d'évolutions. Ça tombe bien, c'est ce que je voulais mettre comme diapositive. Vous venez d'évoquer l'arrivée de l'éolien offshore. Commentaire donc par rapport... je suis passé directement à la slide numéro 3. Je vous mets la 3 et la 4. Parce que les deux autres, on les a déjà eu dans l'après-midi. Oui, tout à fait. Bon, là, c'est simplement pour montrer où vont se développer les énergies renouvelables et quel rôle joue le réseau au niveau France en matière de solidarité interrégionale, puisque on voit dans des débats locaux qu'on parle beaucoup de transition énergétique. Il faut regarder quand même la situation. Quelles sont les régions en France qui produisent ou qui consomment? Bon, il y en a deux que nous, on observe chaque année avec beaucoup d'attention, c'est Bretagne et PACA, qui sont plutôt des zones consommatrices et pas du tout productrices. Donc ça va peut-être changer à l'avenir. Mais aujourd'hui, le réseau doit être là pour acheminer l'électricité. Donc c'était simplement pour montrer quel est l'état des lieux actuels, l'équilibre production-consommation au niveau régional, et quel est le rôle du réseau pour mutualiser l'ensemble de ces demandes et offres de production et consommation. Et pour justement montrer que la transition énergétique dont on parle tous, il y a des grands débats actuellement un peu partout, ne sera possible que si on prend en compte la logistique, l'infrastructure, qui est le réseau, l'intelligence, les mécanismes de marché. Ce n'est pas uniquement une question de j'introduis ou pas des énergies renouvelables, je gère ou pas la consommation. Il faut aussi que la logistique, on va dire, le réseau et l'intelligence soient au service de la transition énergétique. Alors, je suis super étonné de voir sur un transparent de RTE les bassins géothermiques. Que ce soit Souls, là où je veux bien, c'est pour de la production d'électricité, mais vous imaginez qu'il va y avoir de la production d'électricité à partir de géothermie ultra profonde, bassin parisien et Aquitaine peut-être. C'est du potentiel, c'est l'endroit où ça pourrait se développer. Après, il faut regarder comment on intègre ça dans nos prévisions, puisque chaque année, enfin tous les 2 ans, on met à jour un bilan prévisionnel qui est l'état de la prévision de production. Bon, sur ces centrales ou production géothermique, on voit bien qu'à très court terme, on ne va pas avoir grand-chose. Mais bon, il faut le prendre en compte quand même. Et autre transparent pour ouvrir le débat peut-être, avec vos commentaires sur des orientations sur le parc nucléaire. Oui, enfin, c'est surtout l'impact de ce futur mix énergétique sur le réseau électrique. On voit bien qu'on va introduire en France une part importante d'énergie intermittente, solaire, renouvelable. On va devoir adapter le réseau à des échanges avec nos pays limitrophes, donc Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Espagne. Tout ça, ça a des conséquences sur le réseau, et donc c'est censé représenter les endroits où il faudra, dans les 10 ou 20 ans, renforcer le réseau. Alors on a déjà parlé de l'interconnexion avec l'Espagne, de l'interconnexion avec l'Italie. On a des grands projets aussi de relier la zone de Marseille avec la zone de Perpignan pour renforcer le réseau aérien. On sait qu'on ne peut plus passer de réseau aérien, donc il faut passer en courant continu. Eh bien, on envisage de passer en courant continu sous-marin, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque part plus facile que de passer en souterrain. D'autres projets, donc l'interconnexion avec les îles britanniques, donc aussi bien Grande-Bretagne qu'à terme Irlande, donc pour renforcer les interconnexions existantes. Et puis, bien sûr, des études sur toutes les autres frontières, donc Belgique, Allemagne et Suisse. Et puis des renforcements à l'intérieur du réseau français, avec notamment des échanges nord-sud. Enfin, ça, c'est typiquement ce qu'on observe sur tous les réseaux. Il y a plutôt du vent dans le nord et du soleil dans le sud. Ça, c'est la réalité, sauf aujourd'hui où il fait mauvais partout. Mais voilà, donc ça nécessite de renforcer le réseau dans des axes nord-sud pour bénéficier justement de cette production qui va être plutôt éolienne à certains moments quand il y a du vent et solaire quand il y a du soleil. Mais il ne fait pas mauvais partout. J'ai presque envie, alors je ne sais pas comment je vais faire. Si je mets le micro comme ça, je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent déjà Ecodomix, mais pour ceux qui ne le connaissent pas vraiment, il faut vous télécharger ça sur votre Android ou votre iPhone. L'effet démo, je crains un peu, mais on va essayer quand même. Ça va marcher, vous croyez? Oh, incroyable. Incroyable. Voilà, paf, crac, directement dessus. Voilà, alors vous voyez très nettement là, sur le bas, vous voyez ici, qu'il ne fait pas mauvais partout finalement. Hein. Ce que vous voyez là, c'est au suivi
par rapport à la course de soleil, vous voyez, hein, ça a démarré là sur le coup de 8h, 9h ce matin, et puis ça s'est arrêté. C'est en train de s'arrêter, et c'est classé dans la catégorie autre. Mais contrairement à l'éolien qui est renvoyé en temps réel sur le dispatching EDF, vous n'avez pas le photovoltaïque, vous l'avez, vous le rentrez a posteriori. Oui, puisqu'on a ND. Le solaire et ND, ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui significatif et complètement entré dans le système. Hein. Donc je ne saurais pas vous dire combien on produit aujourd'hui. Les autres, c'est tout ce qui... Vous l'avez là, hein. C'est le bon en partie le ici. Oui, quand vous regardez avec un mois de... Si vous remontez un mois avant, vos collègues l'ont sans doute rentré à la main, puisque chaque maison photovoltaïque, il y a 250 000 maisons photovoltaïques qui ne sont pas raccordées. Il n'y a que les grandes centrales qui le sont. Et donc, on voit très nettement apparaître de couleurs différentes. Donc, je vous recommande. Hein, alors après ça, vous pouvez l'avoir en pourcentage. Voilà. Donc, bien sûr, on était à 67, j'ai du mal à dire, 67 de nucléaire, 0 de gaz, et toujours 2% de charbon. Toujours, hein. Oui, et puis sur Economics, il y a aussi une partie qui est intéressante et qui montre les échanges d'énergie au travers des frontières en fonction de la production, et notamment si vous allez sur la partie qui est là, voilà, vous avez les échanges export ou import depuis les autres pays, donc Espagne et puis notamment Italie. Et si vous promenez la barrière là, 12 heures, vous allez à droite ou à gauche, vous allez voir s'inverser le flux qui vient d'Espagne. Ça montre qu'à certains moments en Espagne, on est fortement excédentaire, et notamment en production éolienne et photovoltaïque, et que ça injecte sur le réseau français. Oui, c'est donné pour 12 heures. Là, c'est les jours qui changent. Hein. Je suis au 26. Là, je passe au 27. Oui, on voit que par exemple, le 26, on leur envoyait 1200 mégas. Vous alliez sur le 12 et que vous déplacez le 12 heures, là, oui, vous allez avoir. Alors là, bon, il faut y aller doucement. Il faut y aller doucement, oui. Parce qu'il y a quand même un peu d'informatique derrière, donc ça va doucement. Bon, voilà, enfin bref. Mais c'est vrai qu'on devient exigeant, on devient super exigeant. Mais vous avez même un calendrier, vous pouvez aller chercher le jour que vous voulez, là vous vous baladez. Il y a des jours très intéressants à aller regarder, par exemple février 2012. Non, bon, je ne vais pas le faire, mais oui, février 2012. Pardon ? 13 février 2012, intéressant. 5 février 2012, ça c'est fétiche pour GDF. Alors 5 ou 13 ? 5 février, pardon. Ah oui. Oula, j'entendais pas bien d'ici. Voilà, alors 5 février, ça y est, hop, on y est. 5 février 2013, ok. Paf. Vous le voulez en... Voilà. Oui, c'est pas l'import-export qui vous intéresse. Hein. Non, c'est pas ça qu'il fallait que je regarde. C'est ça. Là, on suivait la production. Tac, tac. Ouh là là. J'aurais pas dû me lancer là-dedans. Tiens, on voit apparaître le solaire, là. On voit apparaître... en février quand même, hein, on a frôlé le giga solaire, hein, à 14h15, hein, au mois de février. Bon, bref, voilà. Plein de choses intéressantes, RTE, Economics. J'ai pas d'action chez eux. Hein, et c'est gratuit, oui, c'est gratuit. Ça marche aussi bien sur iPhone que sur Android. Voilà. Et évidemment, si vous le mettez sur votre ordinateur préféré, vous pourrez avoir accès à beaucoup plus de statistiques et beaucoup plus de tableaux en dynamique. Une dernière question à vous tous, là. Vous avez évoqué, deux d'entre vous ont évoqué tout à l'heure EJP. Qu'est-ce que vous pensez d'Energy Pool ? Energy Pool, les agrégateurs, sans le faire exprès, ils ont battu un record, là, en une poignée de minutes, une vingtaine de minutes, non, même pas 20 minutes. Hein. Ils ont effacé pratiquement 500 mégas. Éric Vincent, Energy Pool... l'avis de GDF Suez. Écoutez, Energy Pool, c'est un acteur qui préfigure effectivement l'évolution du marché, enfin qui est parfaitement sa place. C'est-à-dire qu'il joue un rôle qui est souhaitable à la fois pour le système et puis pour les consommateurs qui sont adhérents donc d'Energy Pool, qui sont reliés à Energy Pool, qui y trouvent un grand intérêt. Donc c'est un métier dans lequel la concurrence existe naturellement. En fait, c'est un métier qui se forme un peu spontanément puisque c'est un besoin technique d'agrégation qui se manifeste donc, lorsqu'il y a des tensions fortes sur le système et qu'il y a des besoins d'effacement. Donc je crois que c'est un métier qui va se développer. Les opérateurs classiques vont jouer ce rôle-là également. Nous le jouons chez GDF Suez et donc il est tout à fait normal qu'il y ait d'autres acteurs qui se manifestent sur ce marché.
RTE veut ajouter quelque chose? Oui, moi j'observe effectivement la mise en place de ces acteurs d'effacement, de ces agrégateurs d'effacement diffus. Alors c'est un peu compliqué, mais on voit bien ce qu'ils font. C'est quand même des acteurs qui vont nous permettre d'effacer des pointes de consommation qui sont de plus en plus, je dis pas encore problématiques, mais enfin difficiles à gérer. Quand on sait que, on disait tout à l'heure, l'énergie, ça augmente d'1% par an, la pointe augmente de 3% par an. Donc s'il fallait construire des centrales au rythme de la pointe, on serait vraiment dans un système qui serait complètement distordu économiquement. Surtout si on continue sur cette perspective-là. On est quand même le pays européen le plus dépendant à la température en plein hiver. 1 degré, 2300 mégawatts à démarrer. C'est extrêmement important. C'est la moitié du gradient européen, alors qu'on fait que 15% de la consommation européenne. Voilà, donc ces acteurs-là vont nous permettre d'effacer, de tasser la pointe et donc d'optimiser un peu le système électrique. Alors, avez-vous des questions à leur poser? Oui, il faudra des micros. Voilà. Celui-là, il fonctionne, t'es sûr? Merci. Présentez-vous bien. Bonjour, Philippe Blanc, École des mines de Paris, centre énergétique, centre observation impact énergie à Sophia Antipolis. Je voulais revenir sur la planche que vous avez présentée d'RTE sur les productions à l'avenir issues renouvelables, là, et j'aimerais savoir ce que c'est que les zones grises. La planche, elle n'a pas comme objectif. Là, les zones grises en bas, c'est du mix entre du bleu et du jaune, donc ça donne du gris. Voilà. Non, mais voilà. Ça, c'est pas des éléments sur lesquels on s'appuie pour faire des prévisions. C'est plutôt des transparents de communication qui veulent montrer que les énergies intermittentes, elles vont se développer ou se positionner aux endroits où il y a du vent, du soleil, de la géothermie. C'est tout ce que ça veut montrer, parce que dans le débat sur la transition énergétique, et j'ai pris juste un transparent illustratif, je crois que les gens oublient un certain nombre d'évidences, et quand on est sur des débats locaux, ils oublient qu'il n'y a pas du vent partout. Quand il y a du vent, on aime quand même consommer. Il n'y a pas du soleil tout le temps, et que tout ça nécessite justement ce que je disais tout à l'heure, des infrastructures de réseau pour que ça continue à fonctionner. On a quand même de la chance en France avec 3 bassins éoliens complètement décorrélés, contrairement à l'Allemagne qui n'en a qu'un seul, où on a vraiment le bassin nord ici, où on va avoir ici tout ce qui va être Bretagne, et puis ici PACA. Vous estimez à combien la capacité de réserve pour 10 gigawatts d'éolien uniformément répartis sur tout le territoire? La capacité de réserve. C'est-à-dire la possibilité de ce parc éolien, de toujours. C'est pas tout à fait de l'énergie garantie, c'est pas tout à fait de la puissance garantie. Hein. C'est être sûr que l'on a effectivement la possibilité de produire à un moment donné où on en a réellement besoin. Oui, c'est le foisonnement. C'est vrai qu'on a la chance par rapport aux Allemands d'avoir ces 3 régimes de vent. Je crois qu'il faut qu'on fasse des études un peu plus précises, parce que à quel moment les parcs vont être installés, comment ils vont être sollicités et comment ces régimes vont s'injecter sur le réseau. Bon, nous, on avait fait des études il y a quelques temps disant, si jamais j'introduis 10 000 mégawatts d'énergie éolienne dans le réseau sur un même régime de vent, il faut que j'ai 1000 mégawatts de réserve tournante pour pouvoir absorber des écarts, des choses comme ça. Bon, il va falloir qu'on revoie nos études, parce qu'avec ces 3 régimes de vent et une installation qui ne se fait pas au même rythme partout, bon, il faudra regarder. Mais on a quand même aujourd'hui en France, je trouve, pas mal de réserves tournantes. Alors pour peu qu'on ne modifie pas complètement le mix énergétique, mais on a la chance par rapport aux Allemands d'avoir de l'hydraulique, et ça ne va pas changer tout de suite avec des steppes. Il y en a encore, il y en a des grandes en France, hein, même si elles ne sont pas exploitées par GDF Suez. Hein, ça permet quand même d'avoir 1800 MW, par exemple, à Grand Maison, à côté de Grenoble, disponibles en quelques minutes et à injecter sur le réseau. Bon, c'est quand même des énergies de réglage et d'ajustement qui sont extrêmement intéressantes dans des montées de charge ou des situations qui ont été construites en même temps que le programme nucléaire, tout justement pour été construites à ce moment-là. Oui. Daniel Clément. Juste un petit mot parce que ça me faisait penser à une étude en cours, alors qui n'est pas directement là-dessus, mais qui est sur le stockage, qui est conduite avec la DG6, l'ADEME et la T2E, et donc les industriels, enfin un certain nombre d'entreprises industrielles. Et dans ce cadre-là, il y a
Il s'agit d'essayer de caractériser au mieux justement des besoins de stockage dans une perspective de développement industriel, mais ça commence effectivement par des caractérisations de besoins de stockage et donc d'examen des fluctuations dans la production, notamment éolienne et solaire. Et là aussi, c'est intéressant de voir qu'on a des fluctuations très différentes en fait, sur ces énergies intermittentes, et que notamment, il n'y a pas de variation brutale sur l'éolien. On a quand même là, pour le coup, des mouvements qui sont relativement lents, alors que sur le photovoltaïque, par contre, on peut avoir là, des choses très, très brutales. Alors, relativement lent, sauf comme vous l'évoquiez tout à l'heure, quand on arrive à des vitesses de vent importantes. Quand on dépasse les 25 mètres par seconde de vent, effectivement, il y a eu un événement où il y a eu 3 gigas qui ont disparu d'un seul coup, et depuis, les exploitants de parcs et surtout les industriels fabriquant les machines éoliennes ont mis en place tout un tas d'algorithmes de fonctionnement et notamment de disparition en sorte de pyramide de Saqqara pour que si dans la vallée du Rhône on dépasse 25 mètres par seconde, évidemment toutes les éoliennes ne s'arrêtent pas d'un seul coup. Si vous devez retenir qu'une seule chose de cette table ronde, c'est ce qui vient d'être dit à l'instant par RTE, 1 gigawatt de réserve thermique à flamme pour 10 gigawatts d'éolien installés. Et encore, il a dit qu'il faut affiner un peu plus. Ça balaye d'un revers de manche tout ce que vous entendez du 1 méga pour 1 méga. Vous l'entendez sans arrêt des opposants à l'éolien ou au photovoltaïque, enfin surtout à l'éolien. Chaque fois qu'on met une éolienne d'1 mégawatt, il faut mettre 1 mégawatt en face. Vous avez installé, enfin les opérateurs ont installé 7500 mégawatts d'éolien depuis 2001. À ma connaissance, il doit y avoir 500 mégawatts qui ont été installés en réserve en thermique à flamme. Et là, vous venez de dire 1 gigawatt pour 10 gigawatts installés. Donc on est dans un rapport de 1 à 10 et à peaufiner. Didier Mayer a une question. Ah, il n'a pas tout compris. Vite, un micro. Oui, j'ai une question pour un des au hasard. Quand on parle de l'horizon 2020, de 23% de contribution des renouvelables en France, est-ce qu'on inclut tout ce qui est importé ou est-ce qu'on inclura ce qui est importé? Ou est-ce que c'est que de la production sur place? Donc ça veut dire qu'on va atteindre, si on parle en électricité, 23%, ça va monter à 35% à peu près. Ça veut dire 35 productions en métropole, plus éventuellement ce qui est importé. Donc ça veut dire une pénétration qui peut être effectivement assez importante, par moment même continentale. Est-ce que vous avez une idée de quelle peut être effectivement la pénétration, je dirais, instantanée, jusqu'à quel niveau on peut atteindre en métropole? Quel niveau on peut atteindre? Enfin, il y a des objectifs politiques et puis il y a la réalité de ce qui va se mettre en place. Et ça, c'est tout l'objet du débat sur la transition énergétique actuellement, c'est-à-dire comment ces investissements de production renouvelable seront financés, comment ils vont... nous, on voit quand même une sorte de fléchissement aujourd'hui en termes de dynamique d'installation. Donc, en horizon 2020, il va falloir relancer un certain nombre de choses si on veut vraiment atteindre ces objectifs-là. Quand on voit les appels d'offres éoliens offshore 1 et 2, dont l'objectif était de mettre en place 6000 MW à l'horizon 2020, aujourd'hui, avec le 1 et 2, on est à 3000 MW, et plutôt 2022. Sur l'éolien, actuellement, on avait des perspectives de dynamique qui suivaient la courbe allemande. On est plutôt aujourd'hui sur 1000 MW annuels et encore 800, 900 MW annuellement. Sur le photovoltaïque, c'est plus dynamique. Bon, on a 1000 MW chaque année, mais quand on compare par rapport aux autres pays, en Italie l'année dernière, il y a eu 9 gigawatts d'installés en photovoltaïque, en Allemagne, il y a eu 8 gigawatts. Donc on est quand même dans une démarche un peu plus lente. Alors ces objectifs-là, ils sont politiques. Derrière, la transition énergétique et les instruments de gouvernance, de régulation économique vont certainement aider à aller plus ou moins vite. Voilà. Après, nous, on est capable techniquement, je vais dire, de faire ce que les autres pays font. J'ai aucun souci là-dessus. Daniel Clément. Non, il ne fonctionne pas, celui-là. Pourtant, il faut vraiment se coller contre. Non, c'est bon. Donc, je voulais dire à Didier que, en fait, bon, déjà, c'est vrai que les 23%, c'est 23% de la consommation. Donc, ça préjuge pas vraiment, en tout cas, je n'ai pas vu écrit que c'était 23% de la consommation produite sur le territoire.
L'autre terme, c'est effectivement un pourcentage, donc il y a deux termes à l'équation, et qu'il y a aussi des hypothèses sur la réduction de la consommation. Donc c'est aussi l'autre élément sur lequel on peut jouer, mais les deux ne se portent pas forcément au mieux, il y a encore du travail, mais on n'est pas encore en 2020. C'était une question subversive qui évoquait le projet Desertec qui va renvoyer l'électricité solaire jusqu'en Allemagne. Non. C'est pas Desertec pour envoyer du nucléaire au Maroc et en Algérie, c'est PSM, c'est celui qui passe par l'autre côté. Voilà. Autre question de la salle. Oui? Non? Oui? Oui? Georges Karinotakis, ici au deuxième rang, ensuite là-bas au troisième rang, et puis tout à fait à gauche. Donc, une question pour l'ADEME et l'RTE. Donc, l'ADEME a lancé récemment un appel pour réaliser une étude pour arriver à 70-100% renouvelable en 2050. J'imagine que ça, c'est une vision que vous souhaitez, c'est pour ça que vous lancez une étude. Est-ce que ça, c'est une vision qui pourrait être partagée aussi par la RTE? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'en 2050, on pourrait arriver à ce pourcentage, en fait? C'est un pourcentage qui porte aussi bien sur l'électricité que sur la chaleur. Oui. Donc, on va poser la question d'abord à l'ADEME, puis ensuite à RTE pour la partie électrique. Je peux répondre en deux mots. On est effectivement sur des exercices, on appelle ça de prospective sous contrainte, qui servent justement à mettre en avant des axes. C'est toujours ces jeux un peu où on force le trait pour sortir des messages, mais voir sortir aussi des orientations où l'accent peut être mis. Maintenant, aujourd'hui, ça ne veut pas dire que l'ADEME ne dit pas qu'elle veut qu'il y ait 100% de renouvelables en 2050. C'est pas du tout, d'ailleurs, ce n'est pas le rôle de l'ADEME. L'ADEME n'a pas de volonté en la matière. Elle accompagne les politiques et elle rend possible des évolutions, notamment par rapport à l'efficacité énergétique et à l'environnement, puisqu'il y a quand même quelques petits soucis de ce côté-là. Didier Zone, au moment où on est en train de parler, il y a à peu près 102 gigawatts de photovoltaïque installés dans le monde, dont 50% répartis sur Allemagne et Italie. Grosso modo, 30 gigas en Allemagne et 20 gigas en Italie. On se demande ce que ça va donner au mois de juin, le 22 juin, à midi, temps solaire vrai. Tout le monde est en train de se demander s'il fait très beau ce jour-là, ce que ça va pouvoir donner. Au moment où on est en train de parler, il y a à peu près 200 gigas d'éolien dans le monde, dont pas tout à fait la moitié en Europe quand même. Est-ce que vous imaginez en 2050 gérer un réseau de transport qui soit alimenté à quasi 100% avec du renouvelable? Moi, personnellement, non, parce que je ne serai plus là. Mais, enfin, vous voulez dire que vous ne serez plus en train de travailler? Ah oui, parce que le progrès de la médecine... Je serai en train de regarder Economics version 2050. Moi, je dirais c'est un peu comme la réponse de tout à l'heure, c'est vers où va-t-on et qu'est-ce qu'on est capable de faire aujourd'hui et quelles sont les ruptures technologiques qu'il va falloir envisager pour supporter, imaginer, faire fonctionner un système électrique de ce type-là. Alors nous, on n'est pas sur des visions aussi ambitieuses, mais on s'est fixé dans notre programme de recherche à l'horizon plutôt 2020-2030, est-ce qu'on pourrait concevoir et exploiter un système électrique qui aurait 40% de consommation d'énergie renouvelable, donc en énergie et pas en puissance. Ça veut dire que sur l'année, 40%, est-ce que ce serait possible? Ça veut dire qu'à certains moments de l'année, on aura peut-être 60-70%. Et ça oblige à concevoir les choses de façon très différente en termes de prévision, de gestion du système électrique, d'interconnexion, de développement du réseau, et ça nous pousse à envisager des ruptures technologiques assez fortes sur lesquelles on est en train de travailler, aussi bien sur les composants de réseau que sur la prospective et aussi les mécanismes de marché, parce que tout ça ne marchera que s'il y a une intelligence qui permet de le faire fonctionner. Éric Vincent. Juste un point en complément, les énergies renouvelables, ce n'est pas seulement les énergies renouvelables intermittentes, c'est-à-dire l'éolien et le solaire. C'est aussi l'hydroélectricité. Il faut savoir qu'en France, il y a quand même un potentiel qui est aujourd'hui tout à fait un objectif officiel d'augmentation de 3 TWh et qui fait l'objet de débats difficiles, mais c'est une réalité, c'est inscrit dans la programmation pluriannuelle des investissements.
Il y a bien entendu la montée en puissance progressive de la biomasse, et notamment de la biomasse à base de granulés de bois, ce qui suppose une structuration de la filière forestière, mais qui est un sujet qui est parfaitement à notre portée, étant donné l'importance de la forêt française et la faible utilisation qu'on arrive à en faire aujourd'hui en termes de ressources biomasse. Il y a également le biogaz, qui est une filière qui est très appréciée par les gouvernements successifs et qui est poussée, qui est soutenue en tout cas par le gouvernement actuel. Une filière très modeste aujourd'hui, mais qui a un potentiel de développement. Il y a la géothermie profonde. Enfin, il y a un ensemble, et puis bien entendu les énergies marines qui sont un peu plus loin. Donc à l'horizon 2050, on peut imaginer que pour l'opérateur de réseau, il y aura bien entendu toujours à faire face à l'intermittence éolienne, mais il y aura également d'autres sources d'énergie. Alors là, j'ai parlé des sources renouvelables. Bien sûr, il y a le gaz. Il ne faut pas oublier la ressource gaz, qui est très peu émettrice de CO2. Mais il y aura d'autres sources d'énergie. Et donc, l'avenir n'est pas forcément un avenir dans lequel il n'y aura qu'un problème à résoudre, qui sera le problème de l'éolien. Il y aura donc une combinaison d'éléments, dont certains sont des éléments qui sont tout à fait positifs pour l'équilibre du réseau. On est presque en train de passer dans le sujet de la table ronde de demain sur le mix énergétique. Oui, Pascal Rigoal. Oui, moi je suis complètement d'accord avec l'intervention. Ne passons pas du solaire et de l'éolien et de la problématique d'intermittence à la problématique d'autonomie énergétique ou d'augmentation du pourcentage VNR. Je pense que ça contribue à la confusion et je pense que c'est dommage. Je vais donner un exemple simple. Vous prenez la Guadeloupe. La Guadeloupe, ça doit être 200 mégawatts en pointe. Vous avez aujourd'hui, à midi, 30%, comme dans toutes les îles, puisque les tarifs nous ont amené à 30% de solaire. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir quelque chose comme 80 mégawatts de solaire à midi. Ce qui est énorme en pourcentage du territoire. Et ça ne fournit que moins de 3 ou 4% de l'énergie de l'année, tout simplement. Parce que le solaire, vous avez noté que ça ne brille pas toute la journée, À côté de ça, si vous mettez une unité de... par exemple, là, vous avez 80 MW de solaire. Si vous mettez 80 MW de géothermie, et Dieu sait que de la géothermie dans les îles, si jamais on pouvait y arriver, vous avez pratiquement 25 à 30% de l'énergie de l'année, là, en énergie renouvelable. Alors, bien sûr, ça pose d'autres problèmes. La géothermie, c'est un problème... Forcément, c'est dans le parc naturel. Forcément, il faut en importer avec probablement la Dominique à côté. Et donc, ça pose un autre problème. Forcément, il y a des problématiques de trésorerie parce que les investissements sont gigantesques. Il faut faire des trous et que forcément, il y a un coup sur deux, on se trompe et que ça coûte quand même quelques millions de trous. Il faut trouver un consortium industriel qui gère ce type de technologie. Ce n'est pas simple. Mais c'est des ENR. Et c'est des ENR qui... potentiellement peuvent faire monter les pourcentages à des niveaux largement au-dessus de ceux qu'on évoque avec nos éoliennes et notre solaire. Pareil, vous avez de la biomasse. En Guadeloupe, on peut faire de la biomasse. Vous pouvez faire de la biomasse avec de la canne. Alors bien sûr, mais vous avez un canne à sucre. Vous avez un canne à sucre. Alors il y en a aujourd'hui, mais on peut aller plus loin. Alors bien sûr, ça a un impact organisationnel, social, et c'est un choix politique local. Mais grossièrement, économiquement, ce n'est pas absurde. Et puis, ça peut monter aussi à 20-25%. Et donc, vous voyez, la Guadeloupe, on peut se rapprocher tranquillement. On se rapproche de taux, là, on peut dépasser les 70%. Sauf que c'est des choix environnementaux qui sont compliqués, qui demandent des maîtrises industrielles qui ne sont pas simples, et puis qui demandent aussi des choix territoriaux d'engagement des collectivités et sociaux au niveau local, notamment lorsqu'on parle de biomasse ou de méthanisation. Je veux dire, on voit très bien le rôle des collectivités derrière. Voilà. Alors c'est plus facile de poser des panneaux solaires et des éoliennes, même si c'est compliqué, que de trouver un accord de coopération locale pour faire de la méthanisation entre une coopérative et plusieurs agriculteurs sur une collectivité. Les Allemands le font mieux que nous. Je pense qu'on peut progresser. Mais là, on peut gagner des pourcentages d'ENR. Et c'est des ENR non intermittentes et qui ne posent pas du tout les mêmes questions lorsqu'on les raccorde au réseau. Merci d'avoir donné comme exemple les DOM-TOM, ces petits laboratoires d'expérimentation, puisque par définition non interconnectés. On aurait pu donner aussi la Réunion. La Réunion, je crois que c'est 900 000 personnes à peu près. Et la volonté politique, clairement affichée, c'est autonomie énergétique. Alors au début, ils avaient dit 2025, je crois qu'ils sont passés à 2030. Vous savez ça mieux que moi. Il y a eu un changement politique, ils sont devenus plus prudents. Il y a un changement politique entre les deux. Il y avait une question quelque part par là-bas. Oui, vous avez un micro ou pas? Oui, présentez-vous bien.
Oui, Thomas Guéret, justement, j'interviens demain à la table ronde sur le mix énergétique. Je suis de l'association Négawatt. Et donc, je voulais vous inciter, la suite à la question sur le 100% renouvelable, à regarder de près le scénario Négawatt, qui est un scénario, je crois, très très solide et qui arrive pas tout à fait à 100%, mais on est au-delà de 90%, à la fois toutes énergies et puis sur l'électricité. Donc, bon, c'est quand même un travail, à mon avis, qui fait vraiment sens et qui répondra à votre question. Maintenant, j'avais une question pour les participants de la table ronde. Est-ce que vous pensez, pour revenir aux questions de flexibilité, est-ce que vous pensez que on pourrait développer des solutions plus simples? Parce qu'on parle beaucoup de réseaux intelligents, avec des choses, des algorithmes, des méthodes, des modélisations fort complexes, et puis des moyens de communication aussi. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des petits appareils qui, avec une simple reconnaissance de la qualité du courant, pourraient automatiquement débrayer des usages de l'électricité? Parce que finalement, il y a certainement un potentiel là. C'est-à-dire, je coupe peut-être un petit peu l'herbe sous le pied là, hein, de tous les développements technologiques. Je ne renie pas du tout qu'ils soient extrêmement intéressants. Mais est-ce qu'il n'y a pas là, à votre avis, les uns et les autres, une capacité à faire des choses intéressantes? Alors je pense on pourrait parler du réseau européen, mais je pensais aussi au réseau justement des îles ou des pays en développement, dans lesquels il y a énormément de coupures. Avant qu'une coupure arrive, la nature du courant, elle est très différente, enfin, elle est très affectée. Et donc un petit capteur tout simple pourrait facilement débrayer certains usages ou faire partir des groupes électrogènes pour décharger une partie du réseau, pour les groupes électrogènes autonomes, hein, je pense. Donc voilà, petite question pour revenir sur... Qui souhaite répondre? Alors, merci d'avoir fait un lien avec, bien sûr, la maîtrise de la demande. La flexibilité est aussi une affaire, on l'a dit quand même pas mal aujourd'hui, du comportemental, mais aussi de ce négawatteur prôné par la compagnie des négawatts. On aura la table ronde de demain, donc effectivement Thomas Guéret, on aura un économiste, un financier, un industriel qui viendront parler de tout ça. Pour l'heure, alors une petite boîte, c'est une petite boîte façon Voltalis, plus un capteur un peu intelligent mis à côté, c'est ça? Enfin, la petite boîte qui va regarder la fréquence du courant et puis déclencher la consommation. Enfin, si vous avez le brevet, moi je prends. Parce qu'aujourd'hui, on essaye, et c'est compliqué, de stabiliser une fréquence en France et à l'étranger, et l'ensemble des consommateurs industriels et des producteurs sont calés sur la fréquence, et si la fréquence varie, on a des problèmes de stabilité des groupes, de décrochage d'un certain nombre de moyens de production. Donc le système n'est pas aussi simple que ça. Alors s'il s'agit par contre de rajouter au-dessus de la fréquence à 50 Hz un certain nombre de signaux, bon ça on le fait déjà, hein, c'est heure pleine, heure creuse, 175 Hz, ça existe depuis très longtemps. Après, est-ce qu'on peut imaginer sur des systèmes différents? Enfin moi je ne saurais pas faire aujourd'hui. Mais si vous avez des idées, on est preneur. Autre élément de réponse, c'est bon? Alors, il y avait d'abord ici, et puis ensuite au deuxième rang. Alors, attendez, pour vous éviter de traverser toute la salle. Merci. Donc, Laurent Toutain, Télécom Bretagne. On a beaucoup parlé de l'Europe, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres régions dans le monde où le smart grid est plus en avance? Je pense à la Corée, où il y a des expériences sur l'île de Jeju Island qui sont en train de se terminer, et où on a peut-être une intégration un peu plus grande de l'utilisateur final, donc dans ce smart grid. Alors, est-ce que quelqu'un a eu l'occasion de regarder ce qui se faisait ailleurs dans le monde? Alors, Cap Énergie, bon, forcément en PACA on est les meilleurs, mais forcément on s'est quand même un peu posé la question sur le fait de... Donc on a fait un interpôle smart grid avec les 9 autres pôles de compétitivité, donc les 5 de l'énergie et 3 des télécoms, pour essayer d'avoir un regard à la fois sur tous les territoires des démonstrateurs, ce qui est aussi un intérêt, et puis bon, on retrouve bien sûr les acteurs industriels, et bien sûr on a un regard sur ce qui se passe à l'étranger. Hein, et on regarde un petit peu donc, ce qui se passe bien sûr en Corée, au Japon, aux États-Unis, etc. Je ne dirais pas qu'il y a technologiquement des avancées particulièrement pointues, chacun a ses spécificités. Par contre, je pense qu'il y en a qui sont vraiment très très avancés en termes de communication par rapport à nous.
Hein, je pense qu'il faut, voilà, il faut garder une bonne mesure. Il n'y a pas grand monde qui a des solutions économiquement viables. Tout le monde fait des démonstrateurs. Quand on regarde de près, les démonstrateurs on retrouve un peu les mêmes types de démonstrateurs. Là, on est passé à des démonstrateurs dans les pays européens, mais aussi des démonstrateurs un peu plus de masse, hein, avec plutôt vers plusieurs milliers de clients sur un certain nombre de pays. Au départ, on était sur des démonstrateurs qui étaient plutôt sur un certain nombre de tests de technologie. Voilà, donc après, chacun teste un peu la même chose. Souvent, ce qu'on voit, c'est que dans les démonstrateurs où il y a beaucoup de clients qui sont testés, et on teste souvent un type d'équipement. Et donc ça donne une information. Or, vous avez dû voir dans ce qui a été présenté tout au long de la journée que dans les smart grids, c'est toute une chaîne de questions relativement complexes avec beaucoup d'équipements à tous les niveaux et qu'en fait, ce qu'il y a à tester reste assez complexe et il faut vraiment regarder toutes les expérimentations. Et je pense qu'en France, pour ce que j'en connais et en comparaison du monde, mais bon, peut-être l'ADEME, on n'a pas réellement à rougir de ce qui a été lancé. Je pense que le Grenelle environnement, de ce point de vue-là, a été une belle impulsion, hein, avec une dynamique. Il y a eu pas mal de démonstrateurs. On aura les résultats des démonstrateurs. On n'est pas tellement en retard par rapport aux autres. Après, en termes de communication, je pense qu'on pourrait mieux faire. Mais enfin, bon, ça, c'est peut-être... ça, c'est un axe d'amélioration ça ne doit pas être trop difficile à gagner, quoi. Non, je crois que on a une quinzaine de démonstrateurs en France et je pense qu'effectivement, on est plutôt bien placé pour l'instant sur cette thématique-là. Alors, c'est sûr qu'on trouve ponctuellement, que ce soit en Corée sur certains aspects, je pense au village aussi au Japon, où il y a une concentration localement avec je sais pas, 303 photovoltaïques. Voilà, donc nous, on n'a pas encore les 300, mais ce n'est pas forcément très, très grave à ce stade-là. Une dernière question de la salle. Oui, donc Alexander Polov, Télécom Bretagne, bonsoir. Petite question, en fait, c'est assez manquant, enfin, ça me manque pas mal le fait de parler, enfin, le sujet de la thème, c'est de la table ronde, c'est la flexibilité énergétique, à quel prix? Et en fait, on ne parle pas du tout de compteur électrique Linky, qui est quand même un des projets qui me semble de plus grande valeur, de plus grande ampleur en France. Donc, et ça touche énormément le consommateur. Donc, c'est effectivement le rêve du smart grid. Enfin, c'est le fait d'inclure le consommateur dans toute la chaîne. Enfin, pas seulement que ce soit un consommateur, mais de pouvoir influencer en quelque sorte son comportement. Donc, comment ça se place dans votre vision? Enfin, vous parlez vraiment des grandes énergies, et ça je vois, c'est vraiment le côté où il faut s'assurer que le réseau il marche. Mais maintenant, d'un point de vue nouveau usage, enfin, comment vous le placez dans cette vision-là? Et surtout par rapport à ce qu'il disait monsieur Rioual tout à l'heure, où c'est trop cher d'aller installer quelque chose qui va coûter 500 € dans chaque bâtiment, et en fait on doit le faire d'ici 2020, quoi. Donc on est obligé de le faire. Et donc, voilà, on en a quand même parlé un petit peu tout à l'heure, hein, de Linky. Hein. D'abord, il s'appelle Linky, il ne s'appelle pas Smarty. C'est une étape, donc. C'est un compteur communicant. Ça peut être une proposition. Il a juste 2 petites bornes au-dessus pour éventuellement devenir communicant. Déjà, il est installé dans le garage ou dans le local technique, donc on n'a pas forcément le nez dessus. Donc c'est une étape, c'est une bonne étape. Il y en a combien? 30 000, 40 000 d'installés? Plus que ça? Plus que ça? Ça va vite? Ah, 300 000, c'est ce que je voulais dire, pardon. 300 000 d'installés. C'est sur Tours et sur Lyon, plus un petit peu aussi par chez vous. Oui, mais il y en a sur Nice Grid avec Carros. Nous, on est en train de discuter sur le projet. Bon, pour répondre à la question et puis éviter toute polémique, parce qu'il n'y a pas de question de polémique. D'abord, il n'y a pas eu RDF qui est là. Je pense que la question, c'est de toute façon, il faut un outil qui permette de transmettre l'information et qui permette de se clipser dessus de façon à récupérer une information pour offrir des services. Donc cet outil, tel qu'il a été débattu dans un certain nombre de lieux, c'est le Linky. Donc aujourd'hui, on attend, il a été testé, voilà, et on attend une décision politique et industrielle de déploiement. Une fois que ce soit déployé, vous le voyez vraiment dans cette vision? Après, clairement, j'ai répondu à la question dans le sens où, dans les projets démonstrateurs, ERDF utilise les Linky qu'il a parce qu'il en a testé 300 000. Et moi, dans la discussion qu'on a aujourd'hui en PACA avec un test sur un projet à construire avec plus de 1000 résidents dans un quartier pour tester un peu ce que j'évoquais tout à l'heure sur
smart grid low cost, qui est une mauvaise expression, mais je l'utilise justement pour faire tilter, bien sûr, ERDF est intéressé et mettra des linkies, et donc ça simplifiera la question, si vous voulez, parce que sinon, après, on est obligé d'envisager quelque chose pour se clipser sur le système. Voilà. Donc le linky, c'est l'élément de base. Après, on attend le déploiement, le signal politique, le financement, etc. Et de toute façon, il y aura un choix qui sera fait. A priori, de toute façon, la France sera obligée de déployer un outil de cette nature-là. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le linking. Alors, flexibilité à quel prix? Merci de nous avoir recentré là-dessus. Ça sera la dernière question. Je l'ai évoqué tout en début de table ronde. On pourrait très bien imaginer demain une box un petit peu plus intelligente qui, par Wi-Fi, récupère des données. Chez moi, j'ai une toute petite pince ampère métrique que j'ai enlevé le boîtier plastique. J'ai mis la pince ampère métrique sur l'arrivée. C'est renvoyé. Ouais, c'est un tout petit truc simple, hein, avec un émetteur-récepteur. Il y a une petite boîte, ça doit coûter 50 ou 60 €. Et voilà, j'ai un petit boîtier qui me donne. Alors en plus, je lui ai rentré le prix du kilowattheure, TTC, abonnement compris, bien sûr. Le vrai prix du kilowattheure, pas celui. Pas découpé là. Et donc en instantané, puissance, énergie, euros. Voilà, très simplement, sur un petit boîtier à peu près gros comme ça, qu'on peut balader partout dans la maison. Donc qu'est-ce que vous en pensez tous de ces opérateurs purement de télécom, il y en a dans la salle, il y en a eu dans la salle aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont toujours là, qui pourraient très bien se dire, mais moi je suis désolé, j'ai X millions de box parmi mes clients, j'allais dire mes abonnés, mes clients, et on pourrait très bien imaginer que je leur propose un truc low cost, et que via la box, eux savent ce qu'ils veulent savoir, c'est renvoyé sur un écran, et que moi, je deviens le gestionnaire de ces big data qu'on a évoqués aujourd'hui. C'est Google demain qui arrive là. Éric Vincent. Oui, je crois que c'est bien d'avoir des visions ambitieuses. C'est peut-être un petit peu rapide quand même d'imaginer tout cela. Non pas que ça soit théoriquement impossible, mais je crois que le consommateur, il faut voir qu'il passe d'un stade dans lequel il était, je dirais, totalement passif, à un stade dans lequel on va lui demander d'être suractif. C'est-à-dire qu'il a déjà beaucoup de choses à regarder sur son iPhone, enfin, il passe sa vie maintenant avec cet outil entre les mains, il a beaucoup de choses à gérer. On va lui demander, donc si je comprends bien, en plus de gérer de façon proactive son investissement, enfin sa consommation électrique, d'être sans arrêt à l'affût de ce qu'il peut faire pour optimiser. Moi, je crois que de ce point de vue-là, le consommateur va plutôt rechercher d'avoir un service qui lui garantira finalement la facture la plus faible possible. Et là, c'est un métier qui, quand même, est un métier de professionnel. Ce n'est pas un métier d'opérateur télécom, je veux dire, en soi. Autrement dit, je dis oui, ce type d'outil, c'est sans doute évidemment un progrès, puisque ça permet d'accéder à une optimisation de la consommation, et il y a beaucoup à gagner, certainement. Mais je dirais, il faut aussi voir du point de vue du consommateur, il ne faut pas que ça lui rajoute non plus une complexité de la vie quotidienne. Et donc, je crois que le service clé en main est quelque chose qui va garder de la valeur, et ça doit être fait par un professionnel de l'énergie. Moi, ce que j'imaginais, c'était qu'il ait l'information et que Google soit le méga agrégateur. C'est-à-dire que Google, via tous ses clients, via ses box, etc., il sait quelle est l'information de la consommation dans le foyer, et il peut délester tel appareil pendant tant de minutes et passer ensuite au consommateur suivant. Non, mais là, de ce point de vue-là, au point de vue de l'agrégation, la gestion de l'effacement, etc., ça peut être Google, ça peut être aussi quand même un opérateur professionnel. Je ne parle pas seulement des grands opérateurs traditionnels, même des opérateurs nouveaux, hein, des gens comme Voltalis ou qui est alternatif, qui sont des professionnels quand même de ce métier. Je crois quand même qu'il n'y a pas que la dimension télécom dans cette affaire-là, il y a aussi la dimension gestion optimale et présence sur le marché. À partir du moment où vous avez affaire à quelqu'un en fin de compte, qui va être amené à sous-traiter ce service, parce qu'au bout d'un moment, il ne pourra pas le gérer lui-même si ça dépasse une certaine ampleur. Et dans ce cas-là, on retombe sur les opérateurs. Et voilà, je crois qu'il y a une légitimité parce qu'il y a un business model pour des opérateurs. Daniel Clément, et puis ensuite Didier Zone. Non, moi, j'étais frappé en disant justement, on est dans un lieu dans lequel il y a justement des énergéticiens, des gens plutôt des télécoms qui travaillent ensemble, qui sont susceptibles d'avoir des projets communs et sans doute de mettre ce professionnalisme au service. Donc c'est vrai, je suis complètement d'accord, c'est bien sur des services, c'est pas la personne toute seule qui va courir d'un appareil à un autre ou qui va choisir elle-même qu'est-ce qu'elle souhaite effacer. Par contre, les briques technologiques
qu'Alexander nous a bien présenté cet après-midi. On voit bien, donc il a besoin d'un smart meter. À la limite, peut-être qu'il aurait pu être déporté et qu'il ait une acquisition plus simple et moins chère dans des locaux et que tout ça soit traité ailleurs. Mais les éléments sont là, sont à peu près maîtrisés par les gens dont c'est le métier. Et effectivement, peut-être que la vraie question, c'est à travers, je vais reprendre le terme d'acceptabilité, c'est-à-dire jusqu'où, aujourd'hui, chacun est prêt à accepter des dispositifs intrusifs chez lui qui sont susceptibles de prendre des décisions à sa place dès lors qu'il en est conscient et avec tout un système d'information qu'il est absolument incapable de contrôler justement parce que c'est complexe. Et je dirais que la question, la difficulté, le verrou, s'il y en a un, est peut-être plus sur cet aspect plus sociologique et comportemental que purement sur les briques technologiques qu'il faudrait mettre en place. Indépendamment des business models, mais aussi, on a l'impression, on le voit déjà, les agrégateurs, aujourd'hui, ça peut évoluer, mais sont susceptibles effectivement de dégager du bénéfice. Ça me renvoie sur le truc qu'on aurait pu évoquer. C'est peut-être eux qui vont investir dans le stockage. Je pense qu'on peut tout imaginer aussi. Après, derrière, il y a un vrai métier. Donc ça veut dire que s'il y a des acteurs externes qui viennent du monde des télécoms, qui veulent rentrer sur ces métiers-là, ils vont être obligés d'investir en partie ces métiers-là. Et après, il faut regarder, in fine, s'il y a des services, c'est quoi la marge, quoi, hein. Je veux dire, faire attention au surcoût de... Voilà. Alors après, il peut y avoir des alliances. Moi, je pense que les évolutions des technologies font que dans la construction de services, en effet, ces technologies-là vont avoir un sens et il va falloir les utiliser. Après, qui c'est qui sera derrière? Je veux dire, c'est ouvert. Je dirais, c'est les meilleurs. Mon sentiment personnel, c'est que quand même, derrière, il y a un métier avec une expertise et qu'a priori, les utilities, si on reprend ce terme-là, partent plutôt quand même avantagés sur le sujet. Après, on peut être surpris, hein, vous savez. Mais par exemple, moi, à titre personnel, quand je vois ma banque qui veut me vendre des téléphones, bon, tout est possible, quoi. Tout est possible. Didier Zone, oui, le mot de la fin. Le mot de la fin revient à RTE sur la flexibilité, c'était logique. C'est très gentil. Alors, je vais avoir un mot de la fin qui est très technique. Moi, je dirais c'est bien la fuite en avant technologique et la vision globale que tout le monde va pouvoir tout faire de chez lui avec des smartphones et puis Big Brother. Derrière, il y a quand même un système électrique, de la sûreté de fonctionnement, des interconnexions européennes, et que, je vais le dire en caricaturant, si tout le monde fait n'importe quoi, je ne suis pas sûr qu'on aura tous de l'électricité au moment où on en aura besoin. Parce qu'on voit bien que, par exemple, l'ouverture des marchés de l'électricité, à un moment donné, on s'est dit on va pouvoir vendre de l'électricité comme ça sur les marchés, des mégawattheures par-ci, par-là, et on a vu que ce n'était pas aussi simple que ça. Et quelque part, heureusement, alors je prêche pour nous, qu'on a réintroduit les opérateurs, les utilities, les gestionnaires de réseau pour garantir que cette ouverture de marché se faisait sans oublier les lois de la physique, les lois de Kirchhoff. Et c'est des lois qui ne sont pas amendables. Merci pour ce mot de la fin. Merci de nous avoir ramené à Kirchhoff. Merci à tous d'être restés aussi tard. Merci, messieurs, d'avoir participé. Et... Bon, je vais redonner la parole à